tu vois, t'avais même ce côté jaloux de notoriété, alors que moi, comme je disais, je dis toujours, je me sens pas une personne connue, en fait. Je dirais que j'ai juste eu la chance de participer à un programme télé qui a été médiatisé, mais pour moi, je le dis tout le temps comme si j'avais bossé à Palavas-les-Flots en été, tu vois, à vendre des glaces. Et j'ai appris à me dire, ok, t'as été victime d'abandon, mais aujourd'hui, t'es responsable de te victimiser, tu vois. C'était important aussi de le dire, parce que tu peux pas rester dans un schéma de victimisation tout le temps parce que on t'a abandonné. Non, c'était ok, tu n'es pas responsable de l'abandon de tes parents, mais là aujourd'hui t'es responsable de ce que tu te fais vivre. Il y a peut-être quelqu'un qui a vu quelque chose. La seule chose que je sais, c'est que c'était un SUV blanc, voilà, et une personne entre 45 et 55 ans. Ouais, c'est vague quand même. Mais c'est vague. Enfin, je veux dire, voilà, la personne elle a pris la fuite, elle s'arrête pas, elle s'en fout. Je veux dire, à quel moment tu rentres le soir chez toi et tu te dis, bah ok, j'ai pris une vie quand même, tu vois ce que je veux dire? Elena Podcast vous présente Elena Dadhood, l'émission intergénérationnelle traitant du nihilisme ambiant. Plongez dans un dialogue ouvert et constructif dont chaque épisode vous offre des témoignages et des perspectives précieuses pour des relations sociales et familiales plus solides. Hello à tous, c'est Aurélie Puriston et aujourd'hui je suis invitée sur Elena Podcast Dadhood. Si vous désirez soutenir notre travail, rejoignez notre communauté. Ainsi, ensemble, nous pourrons continuer à évoluer. Bon visionnage. Bonjour à tous les auditeurs et à tous les viewers. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Aurélie Preston pour un premier épisode de Dadhood. Vous avez l'habitude de voir les 360 degrés. Il doit déjà y avoir une dizaine d'épisodes de sortie au moment, enfin 7 au moment où on enregistre, sur une dizaine au moment où vous verrez cette émission. J'ai hésité entre les deux formats simplement parce que le format habituel qui peut être intéressant, mais vu qu'Aurélie est assez connue, voilà, j'ai l'occasion d'avoir une guest aujourd'hui, une VIP digne de ce nom, et donc oui, c'est vrai que vous avez accès à pas mal d'informations déjà sur sa vie. D'ailleurs, je vous conseille son livre, Brisé, qui sort bientôt une nouvelle édition. Si tu veux en parler d'ailleurs rapidement. Oui, bien, comme vous avez pu le voir, on a fait top 1 Amazon en 2022 et j'ai eu la chance aujourd'hui d'être démarchée par les éditions Le Duc et de faire une version augmentée avec 4 chapitres, dont un sur le harcèlement qui me tient beaucoup à cœur, et vous le retrouverez dans tous les Fnac, Cultura à partir du 10 avril. Bon voilà, foncez l'acheter. En tout cas, moi j'ai lu déjà la première version qui est excellente, qui m'a beaucoup touché. Et justement, je vais en venir au contexte, que je contextualise toujours les rencontres. J'ai rencontré donc Anthony Xera qui est un de tes managers, si je dis pas de bêtises. Je sais pas quelle relation vous avez exactement, ou agent. Ouais, Anthony, en fait, il me rapporte des projets, donc on va dire qu'il est apporteur d'affaires et je l'aime beaucoup. Surtout que tu sais qu'on partage cette passion du sport, de combat, donc voilà. D'ailleurs, merci Anthony si tu me vois. Salut à toi Anthony, on te salue. Bon, pour commencer, t'as un mot pour démarrer ou on peut y aller? On peut y aller, super. C'est parti. Bon, en simple, Aurélie, qui es-tu, pour résumer? Oula, une jeune femme, entrepreneuse, aux multiples facettes et à la fois artiste. Voilà, je me décrirais comme ça parce que pour moi artiste ça peut être divers et varié, donc aussi bien dans l'écriture que dans la musique, que peut-être même un jour dans la cuisine, qui sait. Donc t'as voilà. T'as des talents de cuisinière ou? Non, mais je me débrouille pas mal, c'est-à-dire que tu vois, j'ai pas forcément besoin de regarder une recette pour m'en sortir. Mais je veux dire, ce que j'aime c'est la création. Donc dans tous les cas, tu vois, je trouve ça intéressant, et puis de se fermer aucune porte, de se mettre aucune barrière. Non, c'est d'accord, c'est vrai. La cuisine, c'est intéressant. C'est un art à part entière. C'est peut-être ton côté artiste qui fait que tu touches un peu à tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. Ouais, tout ce qui est esthétique, en fait. Tout ce qui est, c'est une grande passion. Très bien. Et alors, justement, moi, j'aime bien attaquer aussi par les racines, mais sur ce format, de quel milieu social viens-tu exactement? De quel milieu social? Si on peut contextualiser. Milieu pauvre. J'ai grandi en banlieue dans le 93. Je suis née à Saint-Denis. Donc voilà, on se crée aussi différemment, je pense, en fonction du milieu social dans lequel on vient. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est une force aussi et une expérience parce que tu as cette espèce de feu, tu sais, au ventre, qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui a, tu vois, cette espèce de rage de vouloir encore aller plus loin, de devoir prouver plus de choses, etc. Et franchement, pour moi, c'est ce feu brûlant qui fait aussi de moi une artiste. Et je pense que tous les artistes ont ce feu brûlant. C'est vrai. Qui peut aussi amener à ce côté aussi un peu, tu vois, justement un peu névrosé, dépressif, même quand tu vois des Amy Winehouse ou des Kurt Cobain de Nirvana, enfin voilà. Mais c'est ça aussi qui fait l'artiste. C'est vrai. Et je pense que c'est pas négligeable. Comme même le chanteur Linkin Park que j'ai adoré pendant mon adolescence, malheureusement qui a mis fin à ses jours, mais c'était des gens, par leur musique, ils nous transmettent des bonnes émotions, mais on se rend pas compte en fait de la souffrance qu'il y a derrière souvent. C'est ce qui les pousse à s'exprimer et à créer.
En fait, ce que je dirais, tu vois, c'est que quand t'es artiste, t'es tellement perfectionniste, t'es tellement fleur bleue, avec une empathie, une sensibilité, que c'est vrai que quand en fait, malheureusement, tu te réveilles dans un monde qui est hyper violent, avec un environnement hyper violent, parce que quand tu écoutes aujourd'hui de la musique, c'est violent, je trouve. Quand tu regardes les jeux vidéo, c'est violent. Enfin, je veux dire que tu regardes aujourd'hui certains jeux vidéo, comparé à moi qui ai pu jouer au Sims, tu vois, c'est quand même pas le même univers. Et en fait, je trouve qu'on est dans un environnement violent, et quand en fait t'as justement ton monde dans lequel tu t'es mis un peu comme en sécurité, en fait, s'effondre, et que tu n'es plus dans le déni et que tu n'as que la réalité qui te saute au visage, bah t'as plus envie forcément d'être là, parce que tu te dis mais c'est ça la vie, c'est ça le monde. En fait, on dirait que l'humain il a quitté la terre, tu vois. En fait, il y a plus de respect, on empiète sur l'espace vital des autres, limite faire la guerre, c'est intéressant, c'est waouh, c'est tu vois, ça te donne de l'adrénaline, alors que je suis désolée, l'adrénaline elle est dans d'autres choses pour moi, tu vois, elle est dans la beauté de la nature, dans l'échange, dans le partage, dans l'humain, dans même les relations que tu peux avoir avec les animaux. En fait, je pense que c'est ça qui fait que la plupart aussi se perdent dans le milieu artistique, tu vois, ils vont consommer de la drogue pour essayer, tu vois, d'aller dans des paradis artificiels. Et au final, malheureusement, au début, t'es dans le paradis, mais au fur et à mesure, t'es dans l'enfer, parce que t'es dans l'enfer de l'addiction. Ça t'amène aussi encore plus de maladies, justement, de démence. Et quand t'as déjà, on va dire, un côté assez dépressif, ça te l'augmente au fur et à mesure. Ouais, c'est vrai. Mais justement, alors là, justement, je sors un peu du cas des questions qui étaient prévues, mais ces sensibilités, c'est peut-être ce qui t'a permis aussi d'avoir une certaine intelligence, de demander, de remettre les choses en question, et de déceler la justice de l'injustice, que tout le monde n'a pas cette notion. C'est ce que je veux dire. Des gens, ils acceptent la situation, ils disent, c'est comme ça les codes, je vais agir comme ça. Tiens, c'est la violence, c'est normal, je vais être violent. Mais complètement. En fait, je pense que ça dépend. T'as le schéma numéro 1 qui va être une personne comme moi, qui justement, en fait, va baser sa vie sur ses valeurs. Et t'as d'autres personnes qui, en fait, ça va pas être leur code, tu vois. Donc en fait, ils vont baisser leurs valeurs pour s'adapter à une situation, et parce que c'est toujours plus facile de toute façon d'accepter plutôt que de se remettre en question, plutôt que de vouloir évoluer, plutôt que d'aller titiller telle ou telle chose. Mais tu te rappelles de ton pardon. Et c'est aussi un art, tu vois, je pense, de savoir le faire. Parce que pour moi, c'est par exemple aujourd'hui, la plupart des gens, c'est comme tu sais le vase qui déborde avec une goutte d'eau, parce que tu sais pas par où commencer. Mais en fait, il faut aussi être assez sans mettre l'autre côté résilient à toutes les sauces, mais il faut se dire, c'est ok par exemple de pas s'occuper aujourd'hui de mon côté hyper perfectionniste, parce qu'en gros ce côté-là ne m'attire pas de problème dans ma vie, mais aujourd'hui je vais devoir m'occuper de ça, parce que ça amène des relations toxiques et des schémas qui se répètent et qui sont habituels et qui au final ne font que me briser, tu vois. Mais en fait il faut savoir accepter, et il faut aussi savoir se dire ok, aujourd'hui je suis heureuse comme ça, parce que tu vois, tu te fixes toujours des nouvelles lignes d'arrivée, tu te fixes toujours des nouveaux objectifs, et au final t'es jamais rassasié, et au final tu t'épuises et t'es jamais heureux, et tu savoures jamais l'instant présent. Donc tu vois, il faut savoir aussi jauger les choses. Il faut pas devenir mégalomane et se dire faut toujours plus et tu sais jamais te poser voilà. Puis c'est ça la richesse, tu vois, c'est de savoir se dire stop. La plupart des gens, tu vois, ils deviennent riches, ou ils atteignent même un palier si on parle juste d'argent. Et t'as l'impression qu'en fait leur lifestyle il est toujours plus, quand tu vois certaines stars qui sont surendettées, tu te dis mais comment ils font en fait, mais parce que tu sais c'est toujours plus. Alors qu'en vrai pour moi être riche c'est savoir se dire ok là je suis bien, tu vois, je suis bien, je peux partir en vacances, je peux profiter avec ma famille, je peux aller manger au restaurant sans regarder une carte. Pour moi, tu vois, c'est ça la richesse. C'est pas forcément d'être dans un jet privé qui coûte je sais pas combien, dans une maison de fou. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais d'ailleurs, alors là, je vais te partager une expérience que j'aime bien créer des analogies. Enfin, dans les émissions, on peut le voir, mais je veux dire, des choses. Alors, je vais pas utiliser le mot dépression, parce que pour la dépression, c'est quelque chose de très grave. Mais il y a quelque chose qui peut en tout cas me faire rentrer dans une certaine lassitude. C'est dans certains domaines, bon pas tous les domaines, mais dans certains domaines je peux avoir un peu de talent, on va dire, ça peut être le dessin ou la boxe, et moi ce qui peut créer une lassitude, et je pense que toi dans ton domaine, parce que tu as beaucoup de talent dans plusieurs domaines, est-ce que ça te crée pas une lassitude, le fait de justement d'arriver à certains niveaux de réussite, ça peut être dans la danse, le chant, ça peut être l'écriture, ce que tu veux, de te dire finalement maintenant que tu peux t'exprimer, que c'est peut-être plus, j'espère en tout cas, plus trop dans une spirale avec des gens extrêmement toxiques autour de toi constamment, comme tu as pu connaître ça pendant très longtemps, maintenant que tu peux vraiment t'exprimer toi-même et mettre en avant ton talent en lumière, est-ce que ça te crée pas une certaine lassitude, parce que tu y arrives quand même relativement enfin, il y a du travail, mais facilement dans le sens où tu y arrives bien. Il y a des gens pour être juste à peu près correct, ils
ils ont vraiment beaucoup de mal, mais toi ça se voit quand même que t'as été longtemps bloqué, mais t'as quand même naturellement du talent. Moi quand je lis ton livre, comme la lecture est très fluide et très claire et limpide, même par rapport à la danse, par rapport au chant, ça se voit que t'es dans ton élément, tu vois ce que je veux dire. T'es pas dans un milieu qui est pas le tien, mais on t'a forcé à être là. C'est vraiment que tu l'as choisi, t'y arrives bien, tu le fais bien. Est-ce que ça crée pas une certaine lassitude à force de te dire, tiens, j'y arrive tellement bien que c'est dur de se remettre des objectifs encore plus durs? Non, parce qu'en fait, tu vois, avant j'étais trop focalisée là-dessus, et en fait aujourd'hui, je prends les choses comme une passion. Donc déjà la musique, je la fais vraiment comme une passion et plus comme un goal in life, tu vois, parce que en fait quand t'es trop focus, des fois aussi, je trouve que t'es pas dans le lâcher prise et ça fonctionne pas vraiment comme tu le souhaites. Et en fait non, parce que la chance qu'on a, c'est que dans la musique, on a tellement de diversité musicale et tellement d'influence, c'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui, je vais faire une confidence, mais j'avoue que je suis un peu lassée de l'urbain. Mais je me régale sur l'électro et sur la deep house, sur la house, et je me dis pourquoi pas aller plus vers un truc comme ça, un peu à la Magic Jordan, qui mélange un peu les deux, tu vois. Et sur l'écriture et tout, j'ai trouvé ça super cool de faire une autobiographie. Et là, tu vois, sur le deuxième livre que je suis en train de préparer, donc qui est la suite de Brisé, mais plus sur le développement personnel, tu vois, je lis plein de livres, notamment, là, tu vois, je le montre, je lis ce livre-là en ce moment, qui est ma Bible, tu vois. Et en fait, je trouve ça cool parce que ça permet de se réinventer à chaque fois, en fait. Et pour moi, à partir du moment où tu te dis que tu ne sais rien, rien n'est acquis, et ça laisse une grande marge d'évolution. D'accord. Et justement, plus le livre en soi, un album, souvent quand c'est basé sur du vécu, en tout cas quand c'est pas seulement sur du fun, ça peut aussi, ton livre peut être aussi une base pour des albums, parce que déjà tu racontes ton histoire. Bien sûr. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai sorti un single qui allait avec, en fait, qui s'appelle Brisé aussi. Justement, la première phrase, c'est abandonné dans le squat à 18 mois, le carré froid, début de l'histoire. Et en fait, pour moi, c'est bien aussi de pouvoir amener, c'est ça aussi qui a séduit un peu ma maison d'édition, c'est d'amener en fait deux arts ensemble. Et je trouve ça super cool. Peut-être qu'un jour je pourrais faire un reportage ou un film, tu vois. Je trouverais ça mortel, en fait, parce que j'adorerais produire, même, tu vois. Réaliser un film, je trouverais ça génial. Les films autobiographiques, c'est excellent. C'est l'histoire vraie, c'est ce qui touche le plus les gens, parce que les gens, ils vont voir une histoire, mais c'est trop, pas trop réaliste dans le sens où ça paraît surréaliste, mais plus dans le sens, ça paraît trop bien écrit pour être scénarisé. Et à la fin, on te dit, finalement, que c'est basé sur une histoire vraie où tu l'apprends après avoir vu le film, que t'étais tombé dessus, tu dis, d'accord, ok, c'est logique. En même temps, tu sais que moi, dans mes recherches Netflix, j'ai souvent sur les histoires vraies. J'adore ça. Je trouve ça beaucoup plus parlant. C'est vrai. Ouais, parce que en plus, quand tu sais d'ailleurs que quelqu'un a vraiment vécu ça, ça donne toute son âme. Ouais. Exactement. Même s'il y a toujours une partie romancée dans les films, parce que tu peux pas raconter en 1h30, 2 heures une histoire de toute une vie, mais t'es obligé d'arrondir un peu les bords, mais tu sais que le cœur est là en tout cas. Ouais. Et justement, alors parce que j'essaie d'apporter le positif, le but de l'épisode c'est pas de broyer du noir bien sûr, c'est de parler des choses un peu tragiques, mais aussi de voir les bons côtés. Est-ce que malgré ce que tu as pu vivre, que vous découvrirez dans le livre, achetez-le. je touche pas d'euros là-dessus, mais j'en fais la pub parce qu'il est vraiment bien. Mais je touche rien, je vous le dis, je suis transparent. Mais non, mais ce qui est vraiment c'est un très très bon livre. En tout cas moi qui m'a touché. Comment dire ça, est-ce que malgré tout, malgré les moments difficiles que t'as traversés, est-ce que t'as quand même des périodes de nostalgie de cette époque-là? C'est quand même des périodes qui, malgré tout, il y a des épisodes un peu positifs, des choses qui te manqueraient presque de ta jeunesse, enfance. Ouais, bien sûr, mais je dirais que c'est un peu un côté malade, tu vois, parce que des fois c'est ça qui te fait vibrer, c'est la douleur. C'est la douleur qui te fait avancer, mais je me rappelle de choses, par exemple, je me rappelle qu'une fois, ma mère, elle m'avait laissé dans un taxi dans le 93, comme ça, à l'abandon, alors que j'étais toute petite, quoi. Et mais tu vois, je me rappelle, j'ai cette vision juste de cette cabine téléphonique à côté sur laquelle je passais. Et tu vois, j'ai ressenti une émotion que j'avais jamais ressentie avant. Et cette émotion, j'ai jamais pu la ressentir non plus. Mais c'est ça, j'ai des moments de nostalgique aussi, mais c'est ça aussi qui fait que tu te crées, t'évolues, et tu te rends riche. Mais c'est vrai que je me rappelle quand j'avais rien à manger dans le 93 ou même après à mon école de danse, que j'avais 1 euro pour manger pendant 3 jours et que j'allais chez la petite chinoise en bas qui me donnait du riz cantonné pour tenir 2 jours. Mais ça me manque des fois parce que je me rappelle même du goût exact en bouche du riz cantonné. Et j'ai jamais pu avoir un riz cantonné comme ça. Parce que forcément, c'est comme t'es dans une émotion forte, c'est là que tu retiens mieux, c'est un peu un instinct de survie, c'est quand t'es dans un moment où tu dois ou survivre ou tu vis une émotion intense, tu retiens mieux tous tes sens.
Ça donne une adrénaline aussi, tu vois. Et ouais, en plus, comme tu dis, t'as certaines odeurs dont tu te rappelles, t'as certains goûts dont tu te rappelles. Enfin, et j'ai cette nostalgie, mais justement, je la garde, tu vois, pour écrire, pour composer, etc. Mais bien sûr, ça m'arrive d'être nostalgique de certaines choses. Parce que toi qui étudies beaucoup de livres sur le développement personnel, moi j'ai beaucoup étudié ça il y a une dizaine d'années, même pendant 3 ans, je l'ai fait brièvement mon métier entre guillemets, parce que j'ai été performance coach pendant 3 ans à mon compte. Et comment dire ça, ce que j'aimais bien comme exemple, c'était de faire remémorer aux personnes par l'essence, l'odeur, c'est pour l'odeur d'une cuisine de grand-mère, un goût, même quand tu vas juste te promener dans la nature quand t'étais petite et te rappelles des certaines odeurs, mais odeurs des fois des animaux, plein de choses comme ça, et ça te révoque plein de souvenirs. Les gens tout de suite ils retrouvent le sourire, mais des personnes qui étaient vraiment un peu triste, parce que des fois on peut vivre dans une vie assez routinière où quand on prend un peu d'âge, on a créé une routine bien huilée parce qu'il faut que tout soit fonctionnel. Après les choses, on essaie d'y mettre pas trop d'émotions parce qu'on essaie qu'on essaie de se protéger aussi un peu des fois du monde extérieur, alors que quand t'es un enfant t'es pur, t'es innocent. Bien sûr, mais je trouve, tu vois, par exemple, pour revenir sur la routine, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Mais c'est parce qu'aussi, on te vend tout le temps que c'est beaucoup plus ouf d'être un peu rock'n'roll, tu vois, avoir une vie d'aventure. Mais en vrai, c'est ok d'avoir une routine. Hein. Je te jure, moi, je me suis jamais ressenti aussi bien que depuis que j'ai une routine. Oui, parce qu'on en a besoin aussi. C'est important aussi d'avoir un cadre et tout en tant qu'humain, tu vois. Et je trouve qu'on est beaucoup dans le préjugé. Ah ouais, mais toi, tu rentres, tu fais boulot, dodo, machin. Non. Mais en vrai, si ça convient à la personne, tu vois... savoir se détacher de l'image que les gens nous renvoient nous-mêmes. Non, après, faut trouver la vie qui nous convient. Ça, là-dessus, il y a aucun doute. Hein. Il y a pas de règle là-dessus. Alors justement, et par rapport à cette enfance, quand tu as dû traverser certaines périodes, est-ce que tu avais un personnage, c'est-à-dire un personnage de fiction réelle pour toi que t'as pris comme inspiration pour te dire, tiens, je vais être forte comme elle ou comme lui, et c'est ce qui t'a donné une certaine force pour avancer ou pas spécifiquement? Pas spécifiquement. Après, je me suis beaucoup noyée dans les jeux vidéo, d'accord, tu vois. Et dans les dessins animés. Je pense que ça m'a beaucoup construite. On n'en parle pas assez d'ailleurs des dessins animés, mais tu sais, en fait, en psychologie, ça permet vraiment d'aider un enfant à se dire qu'à la fin, c'est le gentil qui gagne et à pallier à certaines épreuves. Et j'ai grandi là-dedans, et après j'ai grandi avec Pokémon. D'ailleurs, je joue toujours à Pokémon Go à fond. Pokémon Go, oui. Ouais, je te jure, hein, tous les jours les gens ils sont là et tout. Même l'autre fois, j'étais comme ça devant le plateau et tout. On me dit, qu'est-ce que tu fais? Je joue à Pokémon. Si vous voyez Aurélie dans un coin de rue tout seul, c'est qu'elle joue au Pokémon en pleine nuit. Exactement. Je suis en train de catcher comme Pikachu. Non, mais je trouve ça bien en fait de pouvoir grandir dans tu vois, cet univers qui est quand même pas malveillant. Et après, je joue aux jeux vidéo, donc voilà. Mais après, non, j'ai grandi avec Britney Spears, avec Elvis Presley, avec Edith Piaf, et on va dire que je me suis créé Preston, tu vois, quand j'avais 16 ans. Britney Spears, elle a mangé aussi, hein, une sacrée période, sacrée de mondure. Hein. Ouais. Moi, à l'époque, j'étais fan d'elle. Je me rappelle, ma grand-mère, elle m'avait emmené même voir un concert à Bercy. La pauvre, je l'avais fait attendre toute la journée de 6h du matin et tout pour être tout devant. Enfin, l'enfer. L'enfer, surtout que quand je suis arrivée devant les barrières, j'ai dit, mamie, il faut que j'aille faire pipi. Donc le petit père, il nous a emmenés, on a traversé toute la foule de Bercy pour revenir dans la fosse. Non. Bon, ça s'est bien passé. Mais j'ai grandi là-dedans. Ouais. Non, c'était génial. J'ai grandi là-dedans, quoi. L'artistique, et puis j'avais quand même ma grand-mère qui faisait beaucoup de danse, et j'avais sa mère qui chantait à la chorale aussi du village dans l'Aude où j'allais passer mes vacances quand j'étais toute petite. Donc voilà, toujours grandi avec la musique. D'ailleurs, quand il y a ça, en parlant tu pourrais revenir sur l'aspect Pokémon et Japon, c'est vrai qu'au Japon, t'as beaucoup de gens, comme on appelle ça les hikikomori. Alors ça pousse à l'extrême, c'est des personnes des fois qui sont hypersensibles, qui ont du mal aussi avec le monde japonais, qui est très, alors ça dépend des milieux. Je crois le milieu en tout cas bureaucratique, c'est le milieu, c'est très carré, très hiérarchisé, et parfois pour certaines personnes c'est dur de trouver sa place. Donc par exemple, un auteur pour qui j'ai rendu un hommage récemment, Akira Toriyama, qui a fait Dragon Ball. Moi, Dragon Ball, c'était ma génération. Comment dire ça, c'est un auteur qui, à la base, tout le monde le voit parce que c'est quelqu'un qui a réussi, qui a fait une bande dessinée, qui est peut-être la plus connue parmi les mangas japonais, mais c'est quelqu'un qui était vraiment, à la base, pas du tout quelqu'un de structuré. C'est quelqu'un qui arrivait pas à arriver à l'heure au boulot, il aimait dessiner, il aimait pas tellement de ces triggers, on va dire, du monde japonais, on va dire, et il a comme réussi à trouver sa place en apportant, quand il y a ça touche personnelle, mais en même temps s'enfermant dans un monde qui est le monde, quand il y a ça de l'art, c'est vraiment de l'art dans le sens du dessin, la publicité, la bande dessinée et autres, mais il a commencé à trouver sa place. Et quand il y a ça, toi par rapport donc aux jeux vidéo et à la culture du Japon, je sais que tu en as parlé par rapport à l'art j'ai plus le nom tu sais, les vers brisés, voilà, exactement. Ouais. Et là où je vais en venir, à la prochaine question, je construis par rapport à ça.
par rapport au monde dans lequel tu as pu peut-être entre guillemets parfois t'enfermer pour justement t'en sortir un peu, avoir des bonnes émotions, par rapport aux périodes difficiles que tu as pu vivre, comment t'as réussi à recoller les morceaux, c'est-à-dire à te dire bon, je vais réussir en même temps à m'enfermer dans une bulle, c'est-à-dire à avoir mon petit monde à moi pour avoir des bons moments, mais comment tu as pu aussi faire face aux personnes aujourd'hui, à faire face aux personnes qui pourraient te harceler, qui pourraient essayer de te détruire. Comment est-ce que tu fais pour t'en sortir aujourd'hui? Bah, je me suis brisée. Voilà, comme lors je me suis complètement brisée pour complètement me reconstruire. En fait, si tu veux, je me suis construite sur un terrain non constructible à la base, tu vois, donc comme j'ai pu, sauf que à un moment donné, tu étais sur un terrain non constructible, donc voilà, tu t'effondres et tu te dis ok, je vais trouver le terrain propice et je vais vraiment me construire. Mais pour ça, il faut vraiment avoir touché le fond. Pour moi, tu vois, il faut vraiment avoir touché le fond et puis il faut, en fait, c'est quand tu t'as touché le fond tellement profond justement. T'as pas de choix que de survivre et de te relever, mais là, tu te dis, bon, ok, c'est une deuxième chance que j'ai. Là, cette fois-ci, je peux pas aller me construire n'importe où, n'importe comment, etc., tu vois. Donc, c'est cette force de vie qui est limite plus forte que toi. C'est même pas de la survie, là, c'est cette force de vivre, mais en fait. C'est important, ce mot, la force. Parce que il y a des personnes que j'ai connues qui ont toujours une vie pleine d'amour, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, mais pleine d'amour, avec des belles vacances, etc. Pas forcément des gens riches, mais des gens aisés. Ils sont ni riches à l'extrême, dans le sens où ils perdent complètement sans réalité, mais pas en plus pauvres comme t'as pu, comme mieux que t'as pu connaître. Et moi j'étais pas aussi pauvre que toi, mais pas loin. Je suis des parents aussi qui étaient vraiment pas du tout loin d'être riches, c'était des ouvriers. Mais c'était des gens, par contre, quand tu leur parles de leur enfance, ils ont pas tellement de souvenirs, ils étaient un peu presque mis de côté. Il y a toujours une nounou, des activités pour occuper un peu, mais c'est des gens qui ont, dans la vie adulte, dans la vie vraiment adulte, ils ont beaucoup de mal à se construire, à se trouver une voie et à se sentir vraiment heureux. Ils ont un peu cette tendance justement à être un peu dépressifs ou à se perdre, à se chercher constamment. Et est-ce que pour toi justement, ce qui est paradoxal, est-ce que finalement c'est pas une chance entre gros guillemets d'avoir pu vivre tout ça pour aujourd'hui te permettre d'être qui tu es aujourd'hui? C'est ce que je veux dire. Bien sûr, si, je dirais que c'est une chance. En vérité, aujourd'hui, je dirais que c'est une chance. Parce que je me suis trouvée. Et parce que justement, tu vois, j'ai réussi à enlever les personnes vraiment toxiques de ma vie, j'ai réussi à poser mes limites. Mais après, il faut aussi que ces personnes-là, elles aient envie, tu vois, d'aller titiller ce qui va pas. Le problème, c'est que des fois, on sait même pas, on sait pourquoi, mais pas forcément le comment et en fait, on sait les conséquences, mais pas vraiment quelle est la cause. Quand tu vois que même en psychologie, des fois, on te dit que, par exemple, un père qui vient se forcer à mettre la main sur le ventre de la mère, l'enfant le ressent et ça peut lui faire une névrose, c'est dingue. D'accord, ça je connaissais pas ce principe-là. Ah oui, ouais, j'ai lu ça sur la psychologie de l'enfant et justement de la naissance, tout ça, et j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit waouh, si ça crée une névrose, alors punaise, on n'est pas sorti de l'auberge parce que voilà. Mais voilà, faut avoir envie et puis aussi faut avoir un environnement, tu vois, à un moment donné, soit dire stop ou soit être entouré des bonnes personnes. C'est-à-dire que moi, la chance que j'ai eue, c'est quand même que j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui fume pas, qui boit pas, qui se drogue pas, qui a une certaine rigueur, qui m'a poussé à aller à l'école tous les jours, tu vois, qui me rythmait mon vie et qui me donnait un cadre de vie. Le problème, c'est que la plupart des enfants comme ça, ils ont pas forcément eu de cadre, ils ont été baladés de nounou en nounou, tu vois, sans forcément, en fait, te comprendre pourquoi. Enfin, tu vois, je fais un parallèle sur un truc hyper intéressant, c'est les relations amoureuses. Il y a beaucoup de gens qui savent pas, mais il y a les 5 langages de l'amour. En fait, on les a tous. Mais par exemple, il y a un homme qui va dire, mais moi, je comprends pas qu'elle soit jamais contente, je lui offre tout, je travaille comme un chien pour lui offrir tout ce qu'elle veut. Et sa femme va dire, mais moi, je suis hyper malheureuse parce que moi, ce que j'aimerais, c'est juste un petit café et un mot le matin. Tu vois? Et c'est parce qu'en fait, ils ont pas le même langage prédominant de l'amour. Et tu vois, comme quoi, rien que là, ça biaise les relations, en fait. Ah, c'est vrai. Et ça peut être pareil avec un enfant et un parent et je trouve ça intéressant de mettre le doigt dessus. C'est vrai. Non, mais moi-même, si je fais une analogie, parce que je suis transparent aussi sur ma vie personnelle, mais j'ai une certaine limite, bien sûr. Mais c'est pareil, des fois, ma femme me demande des choses, des fois très simples, des fois des choses simples, mais pour moi, ce sont pas des réflexes. Bon, j'ai l'intention, je pourrais le faire, l'amour est là, mais quand il y a ça, c'est des fois, j'ai pas certains réflexes, justement, par rapport à l'éducation que j'ai eue, parce que j'ai des parents qui étaient très vieilles école, je suis d'origine portugaise, et mes parents sont nés dans les années 50, début des années 50, et c'est vrai que j'avais tendance quand même à avoir un père qui me dit, j'avais dit je t'aime, une mère qui a pu le dire, mais qui était comme très strict, etc. Et entre eux, tu voyais pas beaucoup de marques d'affection. Ils étaient vraiment très, très, très vieille école. Et c'est vrai que derrière, tu sais qu'il faudrait faire ça, mais malgré tout, on est quand même produit d'une génération, d'une éducation, même si on donne un peu le sens qu'on veut bien y donner. Moi, j'ai pas du tout la même vie que mon frère a eu, ni ma sœur. Mais quand même, tu sais qu'il y a certains réflexes, certaines choses où t'aimerais être différent, mais c'est dur de montrer des fois ce qu'on pense.
Parce que tu t'es construit comme ça et ça fait partie de ton éducation. Donc quand on t'inculque des valeurs, c'est difficile d'aller outre, tu vois. Ça me fait penser à un truc, tu vois, tout à l'heure que j'ai lu, que je trouve que c'est hyper intéressant, mais tu vois, la colère s'exprime différemment selon les cultures, si on parle de colère. Les Russes et les Israéliens sont plutôt à l'aise avec la confrontation, tandis que les personnes ayant grandi au Japon ou en Suède ont tendance à éviter le conflit. Et c'est aussi par rapport au sexe. Les femmes ont tendance à se situer du côté de la passivité sur le spectre de l'expression de la colère, alors que les garçons sont généralement conditionnés à exprimer leur colère par la parole ou à travers la compétition. Les filles sont souvent encouragées à se mettre à la place de l'autre, avec des conséquences directes à l'âge adulte. Les femmes vont réprimer beaucoup plus souvent leur colère, parfois sans même s'en rendre compte. Chez elles, la colère s'exprime souvent par des larmes, car elles ne sont pas formatées pour l'extérioriser en s'énervant ou en criant. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, ah, pourquoi tu pleures, mais parce qu'on n'est pas formaté pour ça. Alors que chez les hommes, la colère peut cacher une dépression, car on leur a appris à ne jamais avoir l'air triste ou à ne jamais exprimer leurs sentiments, tu vois. Donc c'est vraiment, je trouvais ça hyper intéressant. Non, c'est vrai. Mais tu vois, ça peut être culturel, ça peut être aussi par rapport au genre féminin, masculin et oui, mais ma grand-mère, elle est très comme ça aussi, hein. C'est très dur pour elle de dire je t'aime. Enfin, elle le dit de plus en plus maintenant avec l'âge. Et elle est de plus en plus sensible, mais avant, elle est quelle génération ta grand-mère? Parce que je 1946. Enfin, elle est proche de, c'est plus celle de peut-être plus de celle de mes parents que peut-être de tes parents, toi, justement. Ouais. Parce que mes parents m'ont tard et bon, on a à peu près le même âge, je crois. Je suis peut-être un peu plus âgé que toi. Je suis peut-être de 92, je crois. 91, donc on a à peu près plus ou moins le même âge. Mais c'est que mes parents m'ont eu à quasiment 40 ans. Donc, et eux-mêmes, enfin, ma mère elle-même, son père l'a eu à plus de 40 ans. Donc, tu vois, donc l'éducation de ma mère, c'était de quelqu'un de très ancien. Et ma mère vient de l'époque comme déjà plus ancienne aussi. Donc, plus proche de celle de ta grand-mère, forcément. Et non, mais c'est vrai. Et t'as évoqué un point avant, justement, par rapport à ça. C'est avant de reparler de ta grand-mère, tu m'as parlé des langages de l'amour et tu peux révoquer le point que tu viens de mentionner juste avant. Oui, sur la colère, sur la colère. Et c'est vrai que j'ai pensé à ça. Alors c'était une des questions qui était prévue, mais là je vais te la donner maintenant. C'est quand je lisais les différents passages dans ton livre, c'est qu'à chaque fois que je vois des gens qui venaient te harceler sur des émissions, que ce soit avant à l'école, que ce soit en dehors dans la vie de tous les jours, je me suis dit, j'ai peut-être un peu ce problème-là, un peu comme toi des fois, peut-être de tendance à essayer d'être sympa. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être un manque de confiance en moi. J'ai tendance à essayer d'être sympa, de pas offusquer les gens et de pas être trop brut pour être accepté, pour que ça se passe bien. Malheureusement, ça marche pas. Malheureusement, ça tend ça. Non, malheureusement, ça marche pas, mais c'est vrai, pour éviter de soit se remettre dans un schéma d'abandon, ou soit pour peut-être, tu vois, compenser justement le fait que tes parents te disaient pas forcément des choses, tu vois, très tendres, t'as les compenser en essayant d'être apprécié et en essayant d'être complimenté par le monde extérieur, et en fait, ça marche pas. Après, de toute façon, ma grand-mère, par contre, m'a élevée dans le sens où il faut aider les autres, aimer son prochain, et donc, tu vois, pour moi, insulter quelqu'un ou répondre à une insulte par une insulte, ça n'a pas de... Tu vois, je veux dire, pour moi, si la personne elle a autant de colère en elle, c'est qu'elle a des choses à régler et que moi j'y suis pour rien. Tu vois, c'est important aussi de se remettre ancré en soi et de laisser glisser. Tu vois, enfin moi je sais que le matin, je fais toujours une bulle imaginaire autour de moi, tu vois, que je ferme en haut, hop, et je me dis quand je reçois une insulte, elle rebondit, tu vois, elle est fait boomerang. Donc voilà, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et des fois en fait, on ne met pas de limite, tu vois, pour être ou pour être complimenté ou pour aller chercher des choses qu'on n'a pas forcément eu la chance d'avoir dans notre enfance, mais il faut pas en fait. Pour moi, il faut vraiment être ancré. C'est ce que j'expliquais, tu vois, il y a 2 jours sur le plateau que j'ai fait. C'est que je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant, parce qu'à l'époque, tu vois, je faisais peut-être que la moitié du chemin. Et limite, quand je prenais une décision, j'étais là en train de me dire, mais attends, la personne, elle m'a fait ça. Mais pourquoi c'est moi qui culpabilise? Non, mais en fait, je peux pas faire ça. Non, je peux pas l'enlever de ma vie et tout. Alors qu'en fait, maintenant, je vais au bout du chemin. Je me dis, non, ça, tu veux pas, machin, non. Et je te jure que j'ai enlevé beaucoup de personnes de mon entourage. Et notamment, je parle plus à ma mère depuis un moment que j'ai pardonné 20 milliards de fois et tout. Et je me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller au bout du circuit, tu vois, au bout de la réflexion et l'assumer et l'accepter. C'est vrai, c'est exactement là où je veux en venir, c'est le fait d'avoir switché, d'avoir peut-être passé d'être trop sympa, d'être trop dans l'empathie et compagnie, à justement assumer mes pensées, ce que je suis vraiment, dans le sens où après, attends, je veux juste revenir sur la nuance de là où je veux en venir encore avant, c'est comme je disais certains passages, ça peut paraître bizarre, mais je me dis tiens, si t'es dans cette situation, quelqu'un me parle comme ça, j'y mets un pain dans la gueule. J'y mets un pain dans la gueule. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, tu vois, mais je me dis c'est vrai que quand t'es un mec des fois et entre guillemets un petit peu voilà.
alors fort entre guillemets, parce que bon, je boxe depuis longtemps, je suis à un certain poids, donc forcément, ben, je peux battre certains hommes. Et mais je me dis, c'est vrai que quand t'es un mec de ce point de vue-là, c'est plus simple, parce qu'un mec qui cherche à monter toute une sauce, etc. Presque quand c'est une émission de télé, c'est peut-être différent, mais dans la vie de tous les jours. Bon, généralement, le type, je lui dis, bon, mec, calme-toi, parce que je vais arrêter ça tout de suite, en fait, mais physiquement, tu vois ce que je veux dire, t'as la possibilité de, et c'est vrai que ça, c'est l'expression de la colère, entre guillemets, d'une certaine manière, et c'est vrai que quand t'es peut-être une femme, t'essaies d'être plus sympa dans l'empathie, ou te mettre à pleurer, peut-être à crier, c'est une chose, mais malheureusement, chez les gens qui sont malveillants, voir quelqu'un pleurer, crier, c'est une victoire. Ils disent, ah, c'est cool, j'ai réussi. Bon, quand t'as un mec de presque 100 kilos qui te met une droite, généralement, la victoire, tu la cherches pas, tu dis, bon, je vais me calmer. Voilà. Bien sûr. Après, tout dépend. Et puis, ils vont aussi se diriger vers un profil. Tu vois, c'est ce que j'explique. Le harcèlement, parce que tu sais que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai fait encore une lettre à Macron cette semaine parce que elle ne répond pas. À Macron? Peut-être à la 5e lettre. Ah oui. Ouais, parce qu'elle porte, c'est elle qui est censée, entre guillemets, prendre part sur le harcèlement. Et voilà, j'ai fait plusieurs tables rondes et c'est vrai qu'en fait, pour moi, il y a un espèce de profil, tu vois. C'est-à-dire que soit c'est un HPE au potentiel émotionnel, soit tu vois c'est ce genre de personnes aussi qui vont être plus propices à être harcelées, et c'est en ça que maintenant je trouve ça hyper intéressant qu'ils fassent comme en Suède le programme Kiva, tu sais, ou phare comme ils sont en train de le mettre ici en France, sur les cours d'empathie, cours d'éducation civique, etc. Mais il va y avoir des espèces de tests au début justement pour savoir qui potentiellement est plus sensible, plus empathe, et qui potentiellement peut être harcelé ou pas. Il y a des profils, il y a du boulot en France. Ouais. Tu sais, j'ai un rêve, j'avais lancé une cagnotte, c'était d'ouvrir le premier centre de victimologie à Montpellier sur le spécifique harcèlement, avec justement des activités telles que l'art, la boxe, le sport, pour pouvoir justement tu sais, s'épanouir, prendre confiance en soi. Et voilà, et c'est en ça que aussi j'ai écrit à Brigitte Macron pour ça. Voilà, avec des personnes vraiment spécialisées. Tu vois, c'est pas genre tu vas dans un hôpital psychiatrique, parce que pour moi, une maladie psychiatrique n'a rien à voir avec une personne qui a eu un trauma ou qui a un stress post-traumatique. Ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, on mélange un peu tout là-dedans, alors qu'il y a des médecins vraiment spécifiques pour les stress post-traumatiques. D'ailleurs, quand on parle même d'artistes, quand tu vois que la plupart, en fait, des personnes qui aujourd'hui ont des addictions, donc ce soit notamment une personne comme ma mère à l'alcool ou la drogue ou autre, ou même des artistes, il faut savoir que 80% ont un stress post-traumatique qui n'ont pas été réglés. Et c'est vrai que alors sans vouloir jouer les psys, mais le psychiatre est à destination des personnes qui ont une maladie mentale, et une vraie maladie, c'est quelque chose des fois que tu as soit de naissance ou de vécu, mais qui se développe. C'est presque entre guillemets dans ton code ADN. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est une maladie, comme une maladie physique, un cancer ou autre. Le trouble psychologique, l'imbalance psychologique, une déstabilisation, un trauma, etc. C'est quelque chose qui peut se soigner, se traiter et être encadré. Parce que j'avais un ami, malheureusement, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était un de mes meilleurs amis à l'époque, c'est celui qui m'a mis à la boxe, Aurélien. Il était, lui, psychologue. Il a travaillé, tant dans un CMP, donc un centre psychologique ou psychiatrique, je sais plus les termes. Et autant aussi dans des hôpitaux psychiatriques, il y a aussi des psychologues classiques et des médecins psychiatres. Et m'expliquait bien que la psychiatrie, c'est un psychologue et un médecin, parce qu'ils donnent aussi des traitements qui s'occupent de maladies incurables, des choses dont on peut pas sortir. La schizophrénie, tu vois, par exemple, les addictions, notamment l'alcool, peut faire que derrière tu deviennes vraiment malade psychiatrique. Ouais, par exemple, l'alcool, ça t'amène à des démons, c'est la schizophrénie et la paranoïa, ou tu vois, comme la drogue aussi, parce que par exemple, la cocaïne, on sait très bien que tu vois, c'est une drogue qui est très mauvaise et qui t'amène à la paranoïa, la schizophrénie, tu vois, ça te déclare en fait après des maladies cérébrales que tu n'aurais pas forcément eu. Quand tu les consommes sur des longues années, tu vois, avec une certaine consommation journalière. Par exemple, ma mère est devenue comme ça. Ma mère, c'était quelqu'un de gentil à la base, mais aujourd'hui, tu la vois, la dernière fois, elle a voulu me planter. Enfin, elle a vraiment, au sens propre du terme, tu vois, et en fait, elle switch. Pendant 2 minutes, elle va être là, je regrette de t'avoir abandonné, et 2 minutes après, elle veut te planter. Tu vois, donc il y a vraiment une démence qui arrive. Je le savais pour l'herbe. Je savais que pour ceux qui fument de l'herbe, ça tend à créer de la paranoïa. Après, j'étais moins au fait des drogues vraiment dures, du type cocaïne et compagnie. Ça, je le savais pas du tout. Ah ouais. D'accord. L'héroïne, moi ma mère c'était l'héroïne, tu vois, et en fait elle a pallié, tu vois, elle a pallié à l'héroïne par l'alcool. Donc en fait une addiction en a chassé une autre. Mais tu vois, l'héroïne par exemple, c'est quelque chose où les gens deviennent dingues. Tu sais, le rapport seringue peau, c'est comme un orgasme.
Des fois, ça peut être plus puissant. Donc, en fait, c'est pour ça que les gens se piquent avec tout et n'importe quoi, même s'ils ont pas la substance, tu vois. Mais ça peut vraiment rendre les gens malades, hein, vraiment. C'est en ça que je fais vraiment beaucoup de prévention sur la drogue et tout, parce que vraiment, je trouve qu'aujourd'hui, c'est triste de voir même comment ça c'est pour 10 balles dans la rue, tu peux avoir de la cocaïne. Pour 20 balles, tu peux avoir de la cocaïne, même de l'héroïne. C'est triste, en fait. Tu vois, il faut pas se noyer là-dedans. Il faut pas croire que parce que sur l'instant T, tu te sens bien, parce que ça t'amène un shot de sérotonine, tu vois, que derrière ça va mieux. Pas du tout. Au contraire, ça te brise ton circuit naturel de sérotonine et de mélatonine sur ton sommeil et tout, et c'est horrible après. T'as vraiment du mal à le retourner. C'est vrai. Bah, tu sais que ça paraît bizarre ce que t'évoques là, j'ai pas repensé depuis l'époque. C'est quand j'étais gamin, je dois avoir peut-être 10 ans, j'avais attrapé une angine mais monstrueuse, un truc vraiment, j'avais des balles de tennis dans la bouche, c'était avec du pus, c'était ignoble, un truc vraiment carabiné, les médicaments ça marchait pas tellement, puis j'avais du mal je voulais plus boire ni avaler quoi que ce soit, et j'avais une infirmière qui venait tous les jours pendant une semaine pour me faire des piqûres. Et le truc c'est qu'au début, moi j'ai toujours une fois. C'était quoi? C'était quoi, des corticoïdes? Ça fait 10 ans, je me rappelle pas. C'était il y a longtemps quand même, donc j'ai plus souvenir. Et j'ai recherché ce que je me suis demandé, je me suis posé des questions là-dessus. Et j'ai pas trouvé la réponse, mais par contre, je me rappelle que moi j'avais toujours une sorte de phobie de tout ce qui était médecine et tout. Je suis un peu pas hypocondriaque, mais pas loin. J'ai horreur de ça. Et au début, ça faisait extrêmement mal. C'était plus psychologique qu'autre chose que physique. Quand on se fait une piqûre, ça fait pas vraiment très mal. Mais au bout de quelques jours, de 3-4 jours, que c'était matin et soir qu'elle venait la personne, c'est pendant une semaine, ben, tu sais quoi, je commençais à apprécier. Je commençais à apprécier le fait de faire injecter un truc. C'était devenu super bizarre, c'était malsain, tu vois. Et ça me fait penser à ça. J'ai lu beaucoup sur l'addiction, bah, tu sais, pour comprendre aussi pourquoi j'avais été abandonnée pour une substance, pourquoi, enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est dingue, et même moi, j'aurais pas pensé ce rapport seringue-corps aussi puissant. Vraiment. Aussi puissant. Mais ouais, c'est quelque chose, quoi. Mais après, je comprends pour la médecine. En plus, en même temps, quand tu vois toutes les erreurs qu'il y a en France, moi, j'étais choquée. L'autre fois, je regardais le TPMP, entre 300 000 et 500 000 erreurs médicales par an. Une femme qui avait, en fait, au laboratoire, et ils lui avaient décelé un cancer, ils lui ont donné le médicament d'une autre maladie, mais tu te dis, mais waouh. Mais c'est 50%. Enfin, un peu, tu vois, quand tu vois que, enfin, pour moi, tu sais, le médecin, c'est là où tu vas, mais limite les yeux fermés. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a une déontologie en tant que médecin, et puis que même à l'époque, les médecins, ils allaient soigner à la guerre. Enfin, tu vois, de leur, enfin, corps et âme, de leur propre plein gré. Et tu te dis, mais aujourd'hui, quand tu vois que la plupart, ils te donnent un Xanax, mais que ça va pas, tu sais, c'est ça. C'est horrible, quoi. Ouais, mais aussi, alors, après, je veux pas rentrer, ça dépend, faut trouver un bon médecin, en fait, à des médecins qui éthiquement sont impeccables, et d'autres, voilà, quoi. Parce que, t'as même des réputations dans un même cabinet, t'as un médecin qui va te donner des médicaments, mais à foison, d'autres, ils vont pas t'en donner, vont dire, le médicament, c'est le dernier recours. Et, mais bien sûr, mais, c'est aussi qui fait que ton système immunitaire il se permet de se battre, parce que si à chaque fois tu dois donner des médicaments à ton corps, bah ton corps jamais il pourra se défendre. Tu vois, moi je sais qu'on me critiquait beaucoup à l'école de danse parce que je mettais pas d'écharpe. D'accord. Et je disais, mais si je surprotège ma gorge, le jour où je vais enlever mon écharpe, je vais choper tout ce qui passe, tu vois. Vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc il faut savoir jauger aussi. Quand il fait vraiment froid, tu te couvres, mais quand c'est correct ou que c'est du 23 degrés et tout, tu vois. Faut pas abuser, hein. Mais c'est vrai que moi depuis le traumatisme de mon angine, j'ai tendance à mettre une écharpe tout de suite dès qu'il fait un petit peu frais, quoi. J'ai tendance à avoir peur de ça, alors que des personnes sont complètement ouvertes, ils s'en fichent et tout va bien, quoi. Donc c'est une mauvaise habitude. Non, c'est vrai. Pour une statistique, alors on va voir ce qu'il en est aujourd'hui, mais une dizaine d'années quand j'étais justement dans le coaching, je m'intéressais beaucoup à l'aspect santé, physiologique et autres, les neurosciences et tout ce qui va avec. Enfin, j'aime bien l'approche holistique. Pardon. J'adore ça. Je te jure. Là, je comprends totalement, parce que là, je les ai surtout sur la psycho-neurogénétique. Et en fait, c'est fou comme le fait, tu sais, je sais pas si tu connais la théorie du grain de riz, mais en fait, tu mets dans un bocal du riz, tu prends un deuxième, tu mets aussi, tu envoies beaucoup de compliments au premier. On voit beaucoup de critiques au deuxième. Et bah en fait le riz il meurt beaucoup plus rapidement, et en fait c'est dingue parce qu'en fait tu as comment ça s'appelle, tu as une baisse immunitaire en fonction de ton environnement, de la toxicité, des compliments ou quoi que tu reçois. Donc c'est comme pour l'eau, t'avais une théorie, alors j'ai plus le nom du japonais, mais t'as un japonais qui avait théorisé ça il y a longtemps, c'est que selon si tu mettais de la bonne musique ou des bonnes paroles à de l'eau, en fait t'avais un changement au niveau des cristaux, enfin je veux dire au niveau microscopique, t'avais un changement au niveau de la composition de l'eau, enfin c'était j'ai plus le nom du japonais qui avait théorisé ça, mais ça c'est connu, mais c'est vrai, c'est ça. Et du coup, je sais plus d'où je voulais en venir par rapport à ça, mais c'est intéressant. Ah oui, approche holistique, la santé. Et donc, de ce que j'avais pu voir, c'est que au niveau des traitements médicamenteux, on dit bien ça comme ça, c'est que tu avais 50% d'erreurs. En fait, tu avais un médicament sur deux qui était donné en trop et qui n'était donc pas justifié ou pas bon.
Donc t'as une personne tu lui donnes 2 médicaments, tu sais déjà que t'as un des deux qui est pas bon et voire qui est inutile, si ce n'est les deux. Donc c'est pour ça que j'ai tendance, moi, je jamais prends mes médicaments, et j'en prends quasiment jamais. Et même pour ma femme, c'est pareil. Parce que ma femme, elle vient elle est ukrainienne d'origine, ça fait une dizaine d'années que je la connais. Et là-bas, ils ont tendance à prendre des médicaments pour tout et n'importe quoi. Moi je lui disais non, au contraire, c'est quoi, là il y a pas besoin, parce que je connais plein de remèdes naturels pour soigner les gens, parce que j'ai beaucoup traité de personnes comme ça. Alors dans la vie privée, attention, j'ai pas jamais fait d'exercice égal de la médecine, calmez-vous. C'était dans le domaine privé. On a tous une grand-mère ou on a tous des remèdes, voilà, c'est un peu plus loin que ça. Mais c'est tendance en fait à des amis, etc. leur conseiller par exemple de la cérola, de l'extrait de pépins pamplemousse, avec la bonne concentration, l'argent colloïdal, ce genre de choses. Ça tendance à vraiment bien fonctionner. Et je dis déjà, essaie de soigner par toi-même, ou via des choses naturelles, sensées, vieilles comme le monde. Et si vraiment, quand t'es passé par tout ça et que t'es pas en vraiment danger de mort, t'as besoin de médicaments, d'accord. Mais sinon, voilà. Bah, il y a un labo que j'adore, c'est NHCO. Je crois, et tu sais, c'est justement, t'as beaucoup de magnésium, d'oméga, bah, tu vois, en ce moment, je prends Cytocor, justement, de chez eux, parce que c'est pour fatigue intense, tu vois. Et j'adore ce laboratoire, et tu fais une cure déjà de 3 semaines, et je suis dingue, comme ça change, hein. Ouais. Non, c'est vrai. Ah ouais, vous reprenez tu sais, du magnésium, du fer, des oméga 3 pour la mémoire, enfin, t'as plein de compléments que tu peux amener, hein. Quand tu vois que la part du Covid, c'est parce qu'on manquait de vitamine, je sais plus si c'était la B ou la D, je veux pas dire de bêtises. Alors je sais plus, on manquait en fait, et c'est ça en fait apparemment qui faisait que tu chopais le Covid plus facilement. Alors oui, déjà la D pour l'immunité, c'est la D. La D là c'est pour l'immunité. Hein. Voilà, en fait il disait que c'était parce que quand tu regardes la plupart des prises de sang des Français, ils sont en carence de vitamine D. Et c'est à cause de ça que le Covid s'est propagé, en fait. Donc, tu vois, c'est important aussi, je pense, de temps en temps de faire des petits bilans, des petits check-up pour savoir, tu vois, de quoi on manque, si on peut améliorer certains besoins, tout en restant dans des choses naturelles. Alors, quand on passe trop de temps enfermé, déjà depuis Internet, on passe beaucoup de temps devant les écrans, enfermé, on sort moins dehors, on a moins tendance à aller voir les gens, donc, même la vitamine D pendant l'hiver, c'est vieux comme le monde. J'ai lu un livre hyper intéressant qui s'appelait La glande pinéale. Et en fait, il faut savoir que la glande pinéale, à la base, elle faisait 3 cm. Aujourd'hui, elle fait que 0,5 mm. Et en fait, c'est ça qui, on va dire, fait marcher ton circuit de sérotonine, de mélatonine, parce que tu sais, ta sérotonine, en fait, elle se transforme en mélatonine. Enfin, elle se superpose. C'est ça qui fait ton cycle du sommeil. Et que la lumière bleue, en fait, c'est ça qui a, les ondes, la lumière bleue, c'est ça qui a fait réduire, en fait, notre glande pinéale. Et même la dimension et les couleurs. Et en fait, la nana qui a écrit ce livre, elle disait que depuis qu'elle savait ça, elle se coupait au maximum des ondes. Le soir, elle coupait son téléphone. Enfin, c'était dingue, et sa vie avait complètement changé. La dimension du monde dans lequel elle vivait, elle me disait, voilà, je pars au boulot. Et j'avais jamais réalisé que c'était aussi beau le chemin de mon travail, en fait, que depuis que j'ai coupé les ondes, que depuis que je dors mieux. Donc, tu vois, il y a tout cet effet-là aussi technologique qui a interagi sur nous. Ouais, c'est vrai. Bah là, il y a quelques jours, on a fait une bonne grosse sortie en famille pour l'anniversaire de mon fils. On est parti visiter un village que j'avais visité, c'était super cool. Et ça faisait un moment que j'arrivais pas à dormir. Pourtant, je dormais des bonnes heures assez tôt, mais j'arrivais pas à dormir plus de 6 heures. J'étais bloqué là-dessus parce que je travaille beaucoup sur ordinateur pour les productions et les post-productions. Et j'ai passé une bonne journée dehors. Et la nuit suivante, j'ai dormi 9 heures, mais 9 heures, mais profond. Parce qu'on est sorti, on a respiré, on a passé bon moment, on a pris l'air et le soleil. Bien sûr, la luminothérapie, La luminothérapie, c'est hyper important. Clairement. Tu sais, moi, on me critique beaucoup, mais sur ça, parce que je me couche très tôt. Ah oui. Mais en fait, j'adore suivre le soleil. Et à la base, on est fait pour ça. Hein. Je veux dire, l'être humain, l'homme de la préhistoire, il se couchait au moment où la nuit tombe, se lever au soleil. Mais j'adore ça, en fait. Et je me sens jamais aussi bien que comme ça. Ouais. Mais c'est vraiment important, la luminothérapie. Enfin, je me suis acheté l'autre fois des lunettes, tu sais, chez Nature et Découverte. Où en fait ça te règle justement tout ton système justement de mélatonine. Quand tu prends l'avion, que t'es jet lag, tu sais, ça te reparamètre et tout, et on te dit de pas le faire par contre après 15 heures dans la journée, parce que vraiment sinon ça t'empêche de dormir. Donc tu vois, quand tu vois que même on te dit sur une notice de lunettes comme ça ne pas les porter après 15 heures, c'est-à-dire que normalement après 15 heures tu devrais déjà commencer à couper un peu les écrans, tu vois. C'est vrai. Là, ça, depuis que je bosse tôt le matin, parce que pareil, là, en ce moment, je suis là-dedans, c'est de me lever au plus tôt, des fois, ça peut être 4h30 du matin, ou des fois jusqu'à 7h, ça dépend de cette fourchette-là. Mais c'est vrai que le fait de bosser jusqu'à midi, 13h maximum, en général, sauf là, quand on tourne, j'ai tendance à couper ensuite, et je dors bien mieux derrière, parce que finalement, j'arrête tôt les écrans, je les commence tôt, mais je les arrête tôt, et je profite après plus de la lumière, ou de la vie, tout simplement, et j'ai tendance à avoir un meilleur rythme de vie, donc, non, ça vient juste.
je pense que je ferais une analogie peut-être un peu gnangnan, mais je me dis, on est ce qu'on mange souvent, et pour le soleil, je pense que c'est pareil. Si toi-même tu suis le soleil, t'es plus radieux, radieuse, et t'es plus un rayon de soleil, comme on dit des fois dans la vie des gens. Parce que t'arrives, t'es de bonne humeur, t'as bien dormi, t'as bonne mine, et t'aspires des bonnes choses. Alors quelqu'un qui est, je prends l'exemple de mon frère, je le mentionne sans donner son nom parce que voilà, ça reste sa vie privée, mais je veux dire, lui, il travaille les croupiers dans un casino depuis des années, il vit la nuit, et on s'entend pas très bien. Honnêtement, on s'entend pas très bien, et on s'est pas parlé pendant 6 ans, et je rappelle, et on s'est revu que pour le décès de ma mère en 2021. Et comment dire ça, j'avais pas revu peut-être depuis donc 6 ans en 2021, ça devait être de 2015 à peu près, donc quand j'étais parti de la Marne vers Angoulême à nouveau. Et donc à ce moment-là, il devait être lui en début de trentaine. Et il avait bonne mine, il avait les cheveux genre bien châtains, la barbe, etc. Après, bon, la barbe, les cheveux, ça peut changer, ça c'est une chose. Et quand je l'ai revu 6 ans après, parce qu'il a toujours travaillé de nuit, il a pris un coup de vieux, j'ai l'impression qu'il a pris 20 ans en pleine tête, quoi. Ah oui, mais les gens, je trouve que le milieu de la nuit, ça pardonne pas. Il est creusé, il était maigri. Pardon? Ça vient d'un coup, je trouve. Ça, pardon? Ça vient d'un coup, tu sais. Le coup, tu le prends d'un coup, c'est pas, il est évolutif, tu vois, et tu vieillis au fur et à mesure. Là, je trouve vraiment ça vient d'un coup. Ça lui donne un sacré coup de vieux, donc ouais, c'est pour ça, c'est pas forcément le bon milieu, on va dire. Donc oui, pour avancer un petit peu, justement, alors je sais plus, du coup, on a parlé aussi en off. Toi, pendant tes périodes difficiles, est-ce que toi, t'as eu quelque chose, maintenant avec le recul, qui t'a permis, en fait, de toujours affronter tes démons? Tout ce qui est des démons, c'est des démons qui sont sûrement tentés de faire comme tes parents, c'est-à-dire, pour contextualiser, tes parents ont des problèmes, donc, d'addiction, encore une fois, avec la drogue, etc., et de la violence. Tu peux aussi en parler. Est-ce que t'as jamais été tenté de dire, ce sera plus simple, en fait, de faire comme eux, ou inconsciemment, ou au contraire, t'as dit non, ça c'est pas possible pour telle et telle raison? Non, mais après, je pense que c'était le fait que ma grand-mère, elle m'a inculqué ces valeurs-là directement, tu vois. Je veux dire, je bois pas d'alcool du tout. Merci à ta mamie, d'ailleurs, qui a beaucoup joué. Je bois pas d'alcool, je me drogue pas, je fume pas. Bien. Tu vois, après, ça m'arrive des fois d'acheter une petite puff à 0 de nicotine, mais c'est juste pour le fait de, tu sais, crapoter la fumée, ça, je fais des ronds, enfin, je ferai un truc, tu vois. Je fais des ronds. Mais, non, je suis pas comme ça, et en fait, tu vois, bizarrement, tout ce qui est, rapporte à ça, ça me rappelle mes parents, c'est-à-dire ma mère, par exemple, elle a une odeur d'alcool horrible, je supporte pas. Les odeurs d'alcool passées, ou les gens qui boivent et qu'après, ils sont là en soirée, ils parlent, tu sais, c'est limite, j'ai des refus, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Pour le coup, pas du tout. Après, voilà, quand je suis sortie de l'hôpital, après avoir voulu mettre fin à mes jours, en octobre, j'ai pris une petite chienne qui s'appelle Tara, qui est hyper sensible comme moi, et je t'avoue que c'est elle qui m'a, je pense, sauvée sur le coup, parce que pendant, tu sais, même si tu sors de l'hôpital 10 jours après, t'as toujours tes envies suicidaires qui viennent, hein, et j'ai eu des grosses envies derrière, et c'est cette chienne qui, en fait, m'a tenue en vie, parce que je me suis dit, je peux pas l'abandonner, elle a que moi, elle aime que moi. Tu vois? Donc, tu sais, c'est comme un parent, et en fait, je me suis dit, mais comment mes parents, ils ont pu me faire ça, alors que même moi, avec mon chien, jamais j'aurais pu enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand t'as une famille, quand t'es responsable d'un autre être, tu peux pas te laisser aller. Et d'ailleurs, alors j'ai plus excuse-moi, parce que c'est vraiment avec les prénoms, j'ai un vrai problème avec ça depuis toujours. Mais justement, tu as un chien qui est décédé récemment, c'est à cause d'un accident, c'est ça? Oui, Richie. En fait, si tu veux, on avait 2 chiens avec ma grand-mère, et donc Tara, ma petite Tara, et on avait Richie, c'est un cocker anglais qu'on avait depuis 3 ans, et puis malheureusement un jour il s'est enfui de chez ma grand-mère et il s'est fait renverser devant la gare. Ça a été horrible pour nous, c'était il y a 2 mois. Un enfer, j'en pleurais encore il y a 3 jours, tu vois, et on me disait comment tu fais pour accepter le deuil. Mais en fait, l'autre fois, par exemple, j'étais dans la rue, en train de conduire dans ma voiture, et puis je vois un coquard qui veut traverser, tu sais, j'ai pleuré, j'ai regardé le ciel, et je me suis dit, non, mais accepte, Richie doit être en train de te regarder en haut, c'est mieux comme ça qu'il soit paralysé à vie ou autre. Mais c'est vrai que ça a été horrible pour moi, parce que déjà, j'ai trouvé qu'il y avait un manque un manque d'humanité, parce que le mec, en fait, apparemment, c'est le taxi qui a aidé mon chien. Parce qu'en plus, et on est quand même resté pendant 10 minutes avec lui avant que, tu vois, il rende l'âme, donc c'était très dur. Mais le mec, il s'est même pas arrêté, et en fait, il s'est arrêté un peu près pour regarder s'il y avait des caméras, il est parti. Et tu te dis, c'est devant une gare, quand même, à Montpellier, où t'as pas de caméra. Ça veut dire qu'en fait, il peut arriver même n'importe quoi à un enfant le soir, être écrasé, ou pire, ou autre. Machin, t'as pas de caméra, tu sais pas qui c'est. Quand t'appelles la police, c'est, c'est pas grave, madame, c'est comme si on avait écrasé un chat, mais ça veut dire quoi, en fait? Qu'une vie ne compte pas? Un chat, c'est un animal. Un hérisson, c'est un animal. Enfin, moi, je suis très sensible, tu vois, les trucs comme ça, je supporte pas, quoi. Et ça a été très difficile pour nous, oui. Et puis, je suis très, très connectée aux animaux. Parce que, en fait, si tu veux, je trouve qu'un enfant, ça peut être ingrat. Quand je vois comment ma grand-mère, elle a élevé ma mère hyper bien, en lui donnant le maximum qu'elle pouvait lui donner.
et qu'elle lui a fait la misère comme ça sur une vie, alors qu'un animal, ça dépend de toi, ça t'aime de façon inconditionnelle, c'est pur. Tu vois, enfin, vraiment, j'ai une connexion particulière aux animaux. D'accord. Mais ça, d'ailleurs, mais pour les animaux, il n'y a pas maintenant des lois qui ont été mises en place, parce qu'il y a quelques années, je me rappelle d'une ordure qui s'amusait à torturer des chats et à les mettre sur Internet, il s'amusait là-dessus, il a été puni pour ça. Ça doit être intentionnel, tu vois, c'est-à-dire que là, si la personne, elle écrase, pas forcément, en gros, si tu veux, si c'est pas intentionnel, c'est pas grave. Il faudrait que la personne monte sur le trottoir avec sa voiture, aille écraser le chien de façon intentionnelle, ou arrive comme ça dans la rue et te plante un couteau, tu vois. À ton chien devant toi, enfin, mais pour moi, je suis désolée, il devrait quand même y avoir, tu vois, un truc de, je suis désolée, mais tu dois t'arrêter au moins. Oui, voilà, au moins. En fait, tu vérifies si l'animal, il va bien, quoi. Je sais pas, t'as une conscience, un minimum. Cette personne-là, pour moi, elle a aucune conscience, et je sais que, tu vois, sur les réseaux sociaux, j'ai partagé justement cette vidéo avec mon chien de mes derniers moments, parce que je voulais avoir des indications. Je me suis dit, attends, on est quand même sur une gare de Montpellier. Il y a peut-être quelqu'un qui a vu quelque chose. La seule chose que je sais, c'est que c'était un SUV blanc, voilà, et une personne entre 45 et 55 ans. Ouais, c'est vague, hein, quand même. Mais c'est vague. Enfin, je veux dire, voilà, la personne, elle a pris la fuite, elle s'arrête pas, elle s'en fout. Je veux dire, à quel moment tu rentres le soir chez toi et tu te dis, bah ok, j'ai pris une vie quand même, tu vois ce que je veux dire. Au moins, même si c'est pas de ta faute, si le chien il traverse parce qu'il s'est enfui d'un endroit, arrête-toi. Enfin, aie une conscience. Ouais, c'est bien, je suis d'accord avec toi. Mais c'est au moins si la personne s'est arrêtée, un accident, ça peut arriver. J'ai envie de te dire. Parce qu'un animal, c'est imprévisible, il peut courir. Voilà, exactement, ça peut arriver à tout le monde, mais le fait de s'arrêter, ça prouve quand même de la conscience de la personne et du respect qu'elle a envers la vie. Parce que pour moi, faut être irresponsable. En plus, ce qui est doublement idiot dans le sens où la personne, elle sait très bien qu'elle est pas en prison pour ça, même si voilà. Mais c'est surtout qu'en plus la personne qui vient me voir et qui me dit écoutez, je suis vraiment désolée, mais voilà, j'ai pas vu, je veux dire, je suis comme tu dis, ça peut arriver à n'importe qui, demain ça peut m'arriver à moi, mais le fait en fait de sentir que mon animal il a été considéré, tu vois, parce que c'est horrible en fait. Mais tu sais que ça peut arriver à tout le monde. Ma sœur, c'était avec un de ses chats qui avait reçu un très mauvais traitement, très mauvais suivi par un vétérinaire qui est réputé justement pour presque plus tuer d'animaux que les sauver, hein, qui est près d'Aix-en-Provence, si pas de bêtises. Merci de me le dire parce qu'à Montpellier je veux pas y aller. Non, c'est Montpellier. Là, c'est plus plutôt aux alentours d'Aix-en-Provence et pareil, elle est tombée sur un vétérinaire. Elle savait pas. Tu vois, dans l'urgence, quand ton animal est malade, il mange plus, il y a un problème, tu vas le voir. Et malheureusement, c'est un peu trop tard qu'elle s'est rendu compte de la réputation de ce médecin. Donc c'est quand tu te dis qu'on parlait des médecins tout à l'heure, quand tu dis que même un médecin qui est dédié aux animaux n'en a rien à faire de la vie des animaux, tu te demandes à qui tu peux faire confiance, quoi. Donc c'est pour ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'es tellement dans un monde de corruption où l'argent et le pouvoir. Enfin, tu vois, pour moi, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Mais c'est vrai que franchement, je trouve quand même qu'il devrait y avoir des règles, tu vois, et une certaine législation sur tout ce qui est animalier, parce que aujourd'hui, on te dit qu'une vie animale, ça vaut rien. Par contre, quand on t'annonce 500 € pour opérer ton animal ou 1000 €, là, par contre, ça compte. Tu vois ce que je veux dire? Enfin. Il faut être quand même cohérent. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis j'ai envie de te dire, on va dire un chien qui est le meilleur ami de l'homme, qui fait de mal à personne. Alors, mais ça arrive qu'il y a des chiens déments comme des humains déments, bien sûr, mais de base, je veux dire qui est le meilleur ami. Mais après, faut voir aussi ce que le chien il a vécu, tu vois. Parce que après j'ai été voir à la SPA justement parce que je cherchais un nouvel animal, tu vois. Pour moi et ma grand-mère, je me suis dit je vais adopter, et quand tu vois que ma grand-mère elle a quand même presque 80 ans, donc elle peut pas sortir un gros chien, et quand j'ai vu qu'il y avait que des gros chiens, que des Rottweiler, ou même des chats qui avaient eu les oreilles coupées, les yeux crevés, mais tu te dis mais comment ils font pour faire des choses comme ça, tu vois. C'est ignoble. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a des gens qui leur donnent des sévices, que des gens, je sais pas, comme des gens qui se vengent sur les enfants, qui se vengent, pardon, sur les animaux. C'est horrible. On est d'accord. C'est un sujet, c'est un sujet. Et justement, tu me parlais justement d'évoquer les personnes qui recherchaient le pouvoir. Ça me faisait penser à quelque chose que j'ai pu beaucoup voir dans ton livre. J'ai vu que ça a souvent attiré, et justement, je voulais savoir si tu as pu réussir à trouver pourquoi tu étais attiré ou tu attirais ce genre d'homme, et même de personnes en général. C'est les personnes qui ont tendance à te harceler, mais même plus loin que le harcèlement. Parce que pour moi, les gens qui te harcèlent, c'est des gens qui essaient de te faire leur image, c'est parce que tu corresponds pas à leur image, leur conception du monde et de ce que c'est une personne normale pour eux, et du coup ils ont tendance un peu à te la rappeler de façon vindicative, ou en t'agressant, en se moquant de toi, ou à te brider, ou à essayer de te faire changer, en fait. Mais comment t'as fait pour attirer, est-ce que t'as trouvé pourquoi tu attirais ou tu étais attiré constamment vers ce genre d'individu? Moi, j'ai jamais rencontré ces personnes-là, donc. Je pense parce que déjà je cherchais une autorité, tu vois. En fait, déjà, j'étais en couple, mes 2 premières relations avec des personnes qui avaient 15 ans de plus que moi, enfin, entre 13 et 15 ans de plus que moi, mais je cherchais peut-être le père, tu vois, et l'autorité que j'avais pas eu, en fait.
Donc je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, bah tu vois, je suis complètement ancrée avec moi-même. C'est pas du tout le genre de profil que j'attire. Et même ces gens-là, limite, bah au final, je les attire plus du tout. Ils osent même pas venir me parler parce j'ai tellement évolué, je suis pas dans leur spectre en fait. Ils savent qu'ils peuvent pas jouer avec moi. Et qu'est-ce qui a changé justement? Qu'est-ce que t'as mis en place pour que ça se reproduise plus? Bah déjà, j'ai appris à m'aimer. Voilà. J'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me respecter, et je me suis pardonnée aussi, et j'ai appris à me dire ok, t'as été victime d'abandon, mais aujourd'hui t'es responsable de te victimiser. Tu vois, c'était important aussi de le dire, parce que tu peux pas rester dans un schéma de victimisation tout le temps parce que on t'a abandonné. Non, c'était ok, tu n'es pas responsable de l'abandon de tes parents, mais là aujourd'hui t'es responsable de ce que tu te fais vivre. Et par exemple, quelqu'un qui me dit tu fais pas ci ou tu fais pas ça, mais en fait c'est no way, tu vois. Déjà, mais la personne aujourd'hui elle vient même plus parce que j'ai plus le même rayonnement, tu vois, j'attire plus du tout les mêmes genres de personnes. Ouais. Bah surtout quand c'est pas logique et bienveillant. Par exemple, si demain ma femme m'a dit qu'elle prend de la drogue, ben je dis bah non, fais pas ça, tu vois, c'est logique. Mais entre ça te dire quelle couleur de robe tu dois porter, c'est compliqué, tu vois. Alors, non, mais on en était sur mais tu vas vraiment sortir comme ça alors que j'avais rien quoi. Je veux dire, j'étais juste en robe, mais il fallait pas que je sois le bijou qu'on puisse venir dérober aussi quoi, tu vois. Enfin, il y avait tout le temps ce truc de possessivité, et puis il y avait beaucoup aussi de jalousie, mais pas que envers juste la femme que je pouvais représenter, mais en ce que je pouvais être, tu vois. Par exemple, c'est tout bête, mais tu verras, moi si un jour on me verra en photo, ou on me prendra en photo dans la rue comme toi. Tu vois, t'avais même ce côté jaloux de notoriété, alors que moi, comme je disais, je dis toujours, je me sens pas une personne connue en fait. Je dirais que j'ai juste eu la chance de participer à un programme télé qui a été médiatisé, mais pour moi, je le dis tout le temps comme si j'avais bossé à Palavas-les-Flots en été, tu vois, à vendre des glaces quoi. Tu vois, même là-dessus, les gens ils hallucinent à chaque fois qu'ils me croisent, ils me disent mais qu'est-ce que t'es humble, t'es toujours sympa et tout, mais pour moi, je suis pas Beyoncé, tu vois, je lève pas 100 000 personnes au Stade de France, et même si j'étais Beyoncé, je serais pas hautaine ou autre, parce que pour moi, on est tous à échelle humaine, tu vois. Alors ça, c'est un sujet qui a beaucoup entre hommes, justement, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui pourraient peut-être avoir même des belles femmes, que ce soit belles ou intelligentes, et les deux, idéalement. Vaut mieux aussi l'intelligence que se baser que sur le physique, mais comment dire, c'est ça qu'on se dit souvent que il y a plein d'hommes. Moi, je prends l'exemple d'un ami, par exemple. Par exemple, tiens, il se reconnaîtra. Lui, c'est quelqu'un qui a souvent eu peur d'avoir une belle femme avec lui, parce qu'il y a des occasions pour avoir des belles femmes. J'ai sorti aussi avec des belles femmes, mais il se disait que c'est dur, en tout cas en France, de pouvoir assumer une belle femme, dans le sens où t'as constamment des remarques, des gens qui font des remarques, ta copine elle est machin et ceci cela, et t'as beaucoup d'hommes qui au contraire vont pas chercher à faire comme ceux que t'as rencontrés, à vouloir être avec, en même temps essayer de les cacher, mais pas du tout, au contraire, elle veut juste par respect ne pas se mettre avec, la laisser vivre comme elle veut, mais ils ont pas les épaules, ou du moins, ou peut-être pas les épaules, ou l'envie de devoir assumer le fait de se faire constamment embêter dans la rue et compagnie. Donc, toi, je sais pas si toi t'as vécu ce... Non, mais en fait, je pense que, est-ce que déjà, le problème, c'est que t'as beaucoup de mecs qui se mettent avec des très belles femmes pour compenser tu vois, c'est le profil inverse. D'un manque de confiance en eux. Ouais, c'est souvent l'inverse, en fait, ça. Tu vois. Mais pour moi, en fait, quand t'es bien et que t'es ancré en toi, tu t'en fiches que la personne, elle soit belle, qu'elle soit remarquée ou pas, en fait, tu vois. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'amour. Est-ce que la personne, elle suscite en toi? C'est ça, on est bien d'accord. Je veux dire, je pense qu'à un moment donné, l'amour, c'est une force tellement puissante que, je sais pas, tu prends Céline Dion et René, par exemple, à l'époque où il était encore en vie, tu vois. Je veux dire, même si ça pouvait défrayer la chronique et la bêtise humaine, au final, ils s'aimaient. Donc, qu'est-ce que tu peux faire contre l'amour? À rien. Ouais, c'est qu'on leur faisait remarquer qu'il était beaucoup plus âgé qu'elle, c'est ça. Sinon, ou sinon, tu te mets avec quelqu'un parce que pas pour les bonnes raisons. Mais pour moi, c'est que ça va pas. Ça doit être un moteur. Enfin, moi, je prends le principe. Enfin, pour moi, ma femme est très belle et pas que pour moi, mais je veux dire si tu prendras des standards entre guillemets physiques, on va dire, c'est qu'elle est mince, qu'elle est forme qu'il faut, les beaux cheveux, machin, etc. Mais c'est pas pour ça que j'ai choisi. Moi, quand j'ai connu ma femme, elle a même pas de photo de profil. Et j'étais avec une autre femme avec qui je me suis séparé, qui je restais pendant 6 ans. Je me suis séparé pendant 1 an et demi. Et c'est après 1 an et demi que j'ai repris contact donc avec ma femme actuelle. Donc c'était pas du tout dans un plan ou quoi qu'est-ce, mais je le connaissais un peu comme ça. Parce qu'à l'époque, je rencontrais beaucoup d'amis, dont des amis hommes qui sont au Japon aussi. J'en ai peut-être déjà parlé en privé. Il y a un site qui s'appelle Interpad et c'était un site qui était assez sain. Il faut vraiment te faire des amis et c'est pas un site juste de rencontre. Dans le sens. C'est pas juste un site de rencontre. C'est un rencontre dans le sens de faire des amis. Que je t'ai cité avant, lui c'était un très bon ami d'un autre ami que j'ai connu au Japon, on s'est connus au Japon tous là-bas, donc je suis plein d'amis, dont ma femme qui était quelqu'un qui aimait bien pareil certains animés japonais comme moi à l'époque, enfin bref, bon on se parlait comme ça, m'a parlé un mauvais anglais, moi aussi à l'époque, donc on se connaissait comme ça mais sans plus, et il avait même pas de photo, elle avait une photo d'Onizuka, un personnage, donc je savais même pas quoi elle ressemblait, je sais même pas où elle était, et pour moi à l'époque l'Ukraine c'était obscur, l'Ukraine c'était pour moi un pays au fin fond du monde, je connaissais pas du tout, et donc ça s'est fait comme ça, et bon la chance a fait que physiquement elle me plaisait beaucoup, mais aussi surtout mentalement, parce que je peux te dire que quand t'es un Français... Pardon.
je suis totalement d'accord avec toi, je rebondis sur ce que tu dis, mais pour moi, c'est le côté cérébral qui t'attire, hein. C'est pas le côté physique. Le physique, ça finit par faner, tu vois, une enveloppe charnelle, ça passe. Exactement. Mais quelqu'un qui te suscite et que tu apprends à aimer, parce que c'est important aussi d'apprendre à aimer une personne, tu vois. Je trouve que la plupart des gens aujourd'hui, ils arrivent pas aussi à être en relation vraiment bien parce que soit déjà ils parlent à trop de personnes en même temps, donc en fait ils peuvent pas être focalisés sur une seule et même personne. Mais au-delà de ça aussi, il faut savoir s'intéresser à l'autre personne. Tu vois. Parce qu'ils ont une vision consumériste des relations. Faut que j'en ai beaucoup, pour être sûr de pas en manquer, quoi. Quand même avoir trop dans les placards. C'est un cercle, pour moi, j'appelle ça la fosse du désespoir, tu vois. C'est tu te vides au sens propre et littéral du terme, tu vois. Mais au final, t'as plus rien. À la fin, t'as rien, tu vois. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple aussi pour pallier à la dépendance affective, alors que, en fait, tu vois, faut apprendre à s'aimer seul, faut ces moments de solitude pour avancer ou autre. T'es en train de répondre à toutes mes questions avant que je te les pose. Non, c'est exactement ça. C'est bien, au moins, tu vois, t'as une vraie conversation sans être... Bon, je m'en vais, je laisse parler, là, j'ai tout compris d'avance. Je te laisse tout faire toi-même. Non, mais c'est vrai. Donc, du coup, oui, enfin, bref, pour conclure ce point-là, t'as tout à fait raison. Donc, bon, la chance a fait que, donc, du coup, plus physiquement, surtout mentalement, parce que, bon, à l'époque, moi, j'étais en France. Je suis toujours en France, mais je veux dire, mais quand j'étais en France, dans mon coin, et que tu me dis qu'elle est en Ukraine, dans ma tête, c'est avant qu'il y ait la grande guerre, avec déjà un peu les guerres au Donbass, mais elle, dans sa vie, tout va bien. C'était en 2017, à l'époque, début 2017, qu'on a commencé un peu à nouer. Et quand je me disais, ce qu'ils ont apprécié sa famille, c'est qu'en fait, quand je lui dis bon, si on doit se mettre ensemble, je prends un billet d'avion, je viens, on voit comment ça se passe et on voit. Et sa famille a beaucoup apprécié, parce qu'ils se sont dit, c'est ça être un homme, c'est-à-dire si tu prends les rênes, tu fais dans le sens que je dis ok, on va se mettre ensemble, je prends ma responsabilité, je fais un effort et c'est moi qui viens pour voir quand ça se passe. Si ça se passe mal, je repars. Mais dans ta tête, te dire je vais partir dans un pays où les images qu'on avait en France, c'était un pays limite du tiers-monde, très dangereux, avec des choses, des concepts, alors il y a des choses qui sont vraies, d'autres moins, mais déjà c'est un pays comme qui reste assez pauvre, assez dur. J'ai des amis qui m'ont dit mais jamais de la vie j'irai là-bas tout seul, et ça je me dis imagine si ça m'a mis un lapin, je suis arrivé là-bas en plein hiver au mois de janvier, comment dire ça, en pleine nuit à l'aéroport, personne parle anglais ni rien, et il y avait des mecs bizarres dans des taxis qui venaient de parler. Ouais, après c'est vrai qu'il y a un facteur risque. C'était pas venu, je serais peut-être mort. T'as dépassé le facteur risque. Ça serait pas venu, je sais pas comment j'aurais fait, honnêtement, je t'avoue que je serais un peu Après franchement, j'aurais trouvé ça vraiment méchant si tu fais déplacer quelqu'un d'un autre pays, tu vois, de pas venir. Enfin, je trouve ça un peu hard. T'es comme bien placé pour savoir qu'il y a des gens qui sont sans scrupules, tu vois. Non, mais il y a plus de respect en 2024. Voilà. Ça c'est sûr. Mais bon, après, culturellement parlant, je pense que là-bas, comme il y a un code là-dessus de valeurs, et tu vois, t'es aussi ancienne école, donc quand même, je pense pas que tu fasses déplacer quelqu'un. Enfin, là-dessus, c'est bien. Surtout sa génération, celle de sa grand-mère, celle de ses parents, c'est la génération, je suis de néo-soviétique, c'est un peu particulier. C'est beaucoup de gens qui se divorcent, des gens qui abandonnent leurs enfants. C'est assez particulier, mais cette génération, elle revient sur des valeurs, justement, de ses grands-parents. Donc, peut-être plus proche de celle de ta grand-mère ou celle que tu essaies d'adopter aujourd'hui. Mais voilà, enfin, oui, il faut qu'on parle de ça, mais c'est bon, voilà, c'était une parenthèse. Donc, oui, pardon, par rapport à l'amour, voilà. Donc, l'amour, c'est surtout basé sur ça, c'est sur les intentions, sur enfin, aussi la partie, quand tu dis cérébrale, et tu peux pas baser, comment dire ça, c'est un autre point que tu évoquais, tu peux pas baser ton avenir sur un coup de cœur et soit sur un coup de foudre, parce que le prendre des coups de cœur et des coups de foudre, c'est quand tu manques de quelque chose et que tu tiens, ces personnes-là veulent me l'apporter. C'est une montée d'adrénaline, et puis au final, ça redescend souvent aussi rapidement, et t'es déçu parce qu'au final, tu t'es accroché à une image qui soit n'existe pas, voilà. Soit que la personne s'est donnée, j'appelle ça le caméléon. Et moi, l'arnaque du romantisme. C'est genre, ouais, voilà, ça s'adapte complètement à toi, et puis après, quand tu sais, tu découvres vraiment qui est la personne, ça n'a rien à voir. C'est ça. Mais c'est le problème du romantisme, c'est que ça tendance un peu à idéaliser une personne avec une certaine vision, et alors ça n'empêche pas d'être romantique, mais c'est que tu imagines une personne comme ça, et quand tu le découvres. C'est être amoureux de l'amour. Moi, j'appelle ça être amoureux de l'amour. Ça peut être Pierre, Paul ou Jacques, et tu vois, t'es amoureux de l'amour, de ce que ça génère en toi, de ce que ça suscite, mais pas vraiment de la personne, en fait. C'est ça, voilà. Et quand tu la découvres, tu dis, finalement, il y avait ça, et alors si tu fais l'inverse, le cheminement inverse, quand t'as un vrai projet de vie, tu vois, si vous alignez là-dessus, après, c'est l'aventure qui fait qu'après, vous pouvez vous aimer et mieux vous entendre, quoi. Bien sûr. Exactement. Ouais. Mais pour revenir sur un point un peu plus sombre, mais je sens que tu as évoqué avant, tu parlais de beaucoup de ce que les gens aussi projetaient en toi, c'est par rapport aux projections. C'est une vraie question, toi qui l'as vécu, parce que moi j'ai pas vécu, donc je peux pas jouer les savants. Toi qui as vécu le harcèlement, justement, est-ce que ça serait pas une projection
mentale aussi, comme le miroir, mais c'est aussi une projection mentale de ses propres travers. Quand tu vois une personne, tu dis tiens, tu parles aussi beaucoup dans ton livre d'une personne, enfin d'une nana qui voulait être chanteuse et qui voulait être la chanteuse ou du moins la danseuse. C'était chanteuse ou danseuse, je sais plus. Chanteuse, c'est ça. Ouais. Et qui voulait être la chanteuse mise en avant. Du coup, elle était assez jalouse ou du moins gênée du fait que tu sois là. Et elle faisait beaucoup de projections sur toi, c'est-à-dire elle projetait ses intentions de réussir et toi, t'étais un peu l'épine qu'elle avait dans le pied. En fait, tu sais, je trouve que la plupart des gens, en fait, tout vient de l'envie. Voilà. La jalousie, pour moi, ça vient de l'envie. Et en fait, tout dépend de comment ton envie, elle se développe chez toi, tu vois. Mais en fait, pour moi, l'envie, ça doit être un moteur. Moi, chez moi, c'est un moteur. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un qui chante mieux que moi, qui danse mieux que moi, qui réussit mieux que moi, mais en fait, ça va me motiver encore plus. Je te jure, il y a des fois où je suis rentrée dans des rendez-vous de business avec des personnes vraiment très haut placées. Je rentrais chez moi, laisse tomber, je notais tous les projets que je voulais faire. Tu sais, ça suscitait en moi une naissance, tu vois. Et en fait, je trouve qu'on devrait le voir comme ça, et la plupart des gens, malheureusement, ils le voient pas comme ça, en fait. Et c'est trop dommage, parce que ils sont dans la frustration, dans l'envie et dans le parasitage, tu vois. Et en fait, pour moi, ils prennent pas l'envie du bon côté. Une question technique, t'as plus de lumière ou une question comme ça? Mais oui, mais justement, je demande, excusez-moi, vous m'allumez la lumière, s'il vous plaît. Parce que je me sens pas bien là, je me sens dans l'ombre. Et aujourd'hui, je suis dans la lumière, donc merci. Ah, magique, on adore. Là, j'étais là avec mon beau flash. C'est vrai, ton flash, il y a attention qu'il y a moins en lumière, c'est bizarre, tiens. J'osais pas me lever, tu sais, j'osais pas me lever et tout. Mais la nuit tombe. Ah oui, normal. Le temps passe. Non, mais c'est pas demandé, hein. D'ailleurs, c'est ta mamie qui est avec toi ou c'est pas indiscret? Ah non, pas du tout. Je sais pas. Mais par contre, elle a essayé de m'appeler 20 fois. Je dis, mamie, s'il te plaît, je suis. Ok. Bonjour à ta mamie. Elle m'a appelé 2 fois et tout, mais j'ai pas répondu. Voilà. Oui, d'ailleurs tu parlais de moteur, mais en fait là tu refais le pont avec le pourquoi justement j'ai tenu à parler de ma femme. On parle aussi des belles femmes et du fait que certains hommes n'assument pas de sortir avec une belle femme dans la rue parce qu'ils ont peur de ceci cela. Mais justement c'est ça, c'est un moteur. C'est-à-dire moi ce qui me motive justement à rester fort ou à dire ça pour pouvoir aussi fort mentalement aussi physiquement. Ceci pour pouvoir aussi à la base c'était aussi pour protéger ma femme et faire front aux personnes qui seront peut-être indélicates parce que j'ai pas envie de me dire par instinct de faiblesse, non, moi je vais rester dans mon coin et me priver de certaines choses. C'est ce que je veux dire. Non. Bien sûr que non, mais de toute façon, le facteur monde ne doit pas rentrer en cause dans la vie des personnes, tu vois. C'est aussi en ça qu'il faut apprendre à faire sa vie et à prendre du recul. Parce que je suis désolée, mais on fait pas, déjà, notre vie, on l'a fait avec nous-mêmes. Pour commencer, on est notre propre meilleur ami, notre propre âme sœur. On se tient la main du début jusqu'à la fin. Et, on doit se protéger, en fait, en mettant notre limite, tu vois, en ayant justement notre espace vital et en ne laissant pas les gens nous parasiter. C'est important. Et pour moi, c'est ça aussi, à ce moment-là aussi, où un homme, il est prêt à faire sa famille. Parce qu'il est prêt à défendre justement son espace vital aussi bien pour lui ou sa famille ou autre. Donc voilà, et puis on va pas s'empêcher de vivre pour les gens. Qui s'empêche de vivre pour les autres aujourd'hui? Personne, hein. Ouais. Enfin, Toi qui va vivre pour toi, personne va le faire, je te le dis. Ça. Hein. C'est un concept de l'homme universel, c'est comme on dit, si tu prends pas le volant de ta vie, quelqu'un le prendra à ta place. Donc ça va être un peu obligé. Non, c'est tout à fait vrai. Et justement, ça devient moteur dans le sens où au début, c'est des choses assez simples comme ça. Et après, c'est le fait de pas décevoir. Après, c'est le fait de réussir. T'as cette envie-là, généralement, en tant qu'homme, si t'es un peu près sain, c'est pas tellement de voir la posséder, c'est au contraire de lui donner envie de rester avec toi par bonne volonté, par choix. Pour avoir envie d'être avec toi et pas juste mais dans ce cas faut que j'emprisonne dans une prison physique ou psychologique du sens ça dépend de moi. Voilà. C'est horrible. Non, c'est pas bon. Et c'est comme t'as beaucoup d'hommes qui se mettent avec des femmes justement de l'Est, tu sais, qui travaillent pas, où en fait ils vont se mettre pour le côté pécunier avec elles en se disant elles pourront jamais me quitter parce que c'est moi qui ai le salaire, c'est moi qui, tu vois, et c'est horrible. Ouais, c'est ça. C'est horrible, sauf si c'est un choix de vie, mais si c'est imposer ça à la personne ou quoi que c'est autre chose. Oui, on est d'accord, mais la plupart ils en jouent beaucoup, tu vois, c'est rare que on a beaucoup qui en jouent et c'est triste en fait parce que la nana elle est même pas avec toi pour toi-même en fait à la fin. C'est pour ça que dès que ma femme est arrivée en France, j'ai insisté pour qu'elle. Je trouve que même quand t'as la chance d'avoir, tu sais, un salaire conséquent, mais aide la femme à se réaliser si elle a pas eu, tu vois, dans son pays, la chance de pouvoir le faire. Aide-la à se concrétiser. Tu la rendras encore plus femme et elle t'aimera encore plus, tu vois. C'est ça.
Bah c'est pour ça dès qu'elle arrivait en France, elle a pris des cours de français pour apprendre, elle a pris le français, enfin du moins français correct en 6 mois. Après elle avait travaillé pendant un an et demi je crois dans l'enfance, qu'elle a des diplômes pour être prof de sport. Mais tu sais en France faut des CAPES et des trucs en plus qu'il n'y a pas forcément dans son pays. Mais son diplôme est valable dans toute l'UE. Enfin bref. Et quand elle avait essayé de bosser dans les écoles mais pas tout à fait comme prof, elle a pu bosser. Puis le Covid est arrivé et du coup sur un contrat ils l'ont pas renouvelé. Et à ce moment-là, on s'est dit, c'est quoi? C'est peut-être l'opportunité aussi de faire des enfants, comme beaucoup de gens pendant le Covid. On sait pas pourquoi. C'était voilà. Ouais. Et finalement, elle s'est dit, quitte à avoir une formation, parce que sa grand-mère était une grande professeure à Odessa, sa mère est professeure, elle est professeure. Elle s'est dit, quitte à être formée, à aimer les enfants, à être formée pour s'en occuper, plutôt que d'aller bosser pour quelqu'un qui a donné un salaire de misère, parce que dans le poste qu'elle avait en France, c'est des petits salaires, c'est type animation et compagnie. Je vais pas aller bosser pour payer quelqu'un qui n'aime pas mes enfants, qui au final qui est moins bien formé que moi. Donc t'as compris la logique. Donc elle s'est dit autant que je m'y consacre, et quand ils seront à l'école et que voilà c'est bon, j'aurai du temps, là je me remettrai à travailler et voilà comme avant quoi. Bien sûr, c'est très bien comme réflexion. C'est ça. Donc ok. Bon. C'est un vrai travail d'être mère au foyer. Les gens ils s'en rendent pas compte, mais ça. Ouais, boulot, franchement, c'est un truc de fou, même d'entretenir une maison, pour qu'elle soit toujours tenue, la maison, nickel, le linge, la cuisine, enfin tout, c'est dingue. C'est la technologie qui... Gros respect. Non, mais c'est vrai que c'est la technologie qui ont permis d'avoir un peu de liberté, mais c'est vrai qu'avant, quand le monde avait moins de technologie, était moins bien organisé, c'était pas tellement un choix, en fait, d'être à la maison ou pas, c'est qu'en fait, t'avais pas le choix. C'est qu'en fait, t'avais pas le choix parce que t'avais rien qui pouvait compenser le fait de gagner du temps. Cuisiner mettait énormément de temps, laver du linge mettait énormément de temps, même pour un homme, travailler physiquement, c'est extrêmement dangereux, risqué, et donc du coup personne n'avait envie de le faire. Donc les hommes étaient pas forcément contents d'aller à la mine de charbon, les femmes étaient peut-être contentes de pas y aller, mais à la maison le travail était tellement dur aussi que finalement c'était des femmes qui à 40 ans, ça me paraissait peut-être 60 parce que c'était usé par la vie. Ma mère était énormément usée par la vie, malgré qu'elle vienne encore d'une génération beaucoup plus confortable que ses parents à elle. Mais je vois ma mère comme elle était vraiment, elle était handicapée d'une main, elle avait mal aux os, mal partout, parce qu'elle fait des boulots physiques très durs, tu sais, les immigrés qu'on s'en va en France, parce qu'elle avait bossé dans des usines de voitures, à faire des pièces de voitures, des teinturiques, des grosses machines et tout. Enfin, la vie l'a beaucoup usée par le stress et tout. J'ai une copine à moi, elle soude des Freebox, c'est hyper difficile. Elle soude des Freebox? Je connaissais même pas ça. Ouais, elle soude des Freebox à l'usine et tout pour un salaire misérable. Franchement, c'est dur, Et à côté, elle essaie d'être mannequin, tu vois. Okay. Comme quoi, tu vois, c'est un type de femme. Mais je veux dire, pour le mannequinat, c'est difficile, tu vois, c'est des contrats qui sont ponctuels ou autres, tu vois, quand t'as des agences. Donc, voilà, à part si demain tu décroches une pub énorme ou que t'es le visage de X marque pendant X temps, c'est quand même des milieux qui sont difficiles. Il y a tellement aujourd'hui de concurrence, justement, il y a tellement de belles personnes. Et non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi aussi. Si tu deviens égérie, tu deviens récurrent sur un contrat, ça que ça peut être plus intéressant. Mais ou si t'es multicasquette, un peu comme toi, parce que t'as t'as de la chance. Oui, mais c'est la chance de pouvoir faire soit du cinéma, soit de faire de la photo, soit de faire de la musique, soit machin. Mais c'est vrai que c'est quand même des métiers qui sont difficiles. Et puis si t'es pas sur Paris, que tu fais pas toutes les agences, que tu fais pas tous les castings, tu vois, faut vivre que déjà à Paris. Ça coûte quand même très cher aujourd'hui de vivre à Paris. Faut pas se mentir. Non, c'est vrai. Ouais. Et puis il faut le vouloir, parce que c'est pareil, c'est de plus en plus difficile en termes de tout, quoi. Il faut le vouloir, et puis c'est un stress. Moi, je me sens pas en sécurité sur Paris. Ça. Tu vois, je trouve que quand t'es une femme, t'es pas en sécurité. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Mais comme on en parlait justement, c'est parce que moi, on n'a pas parlé pendant que je t'en parlais, tellement j'ai projeté justement la discussion. C'est quand je lisais ton livre, ça faisait penser à des livres moi que j'ai pu lire et autres, et des valeurs qu'il y avait derrière. C'était toujours ce côté un peu basique, mais alors, ça peut paraître non-nuancé, mais un peu chevaleresque, c'est-à-dire l'homme qui est prêt à mourir pour sa femme, qui est prêt à la protéger et compagnie. Et j'ai l'impression que maintenant beaucoup d'hommes protègent plus leurs intérêts que leurs femmes. Et leur femme ne devient plus leurs intérêts. Pour moi, il n'y a plus beaucoup d'hommes avec un grand H, je suis désolée de le dire. Mais c'est vrai, il n'y a plus beaucoup d'hommes avec un grand H, parce qu'il y a même des hommes qui qui mettent plus de temps dans la salle de bain que leurs femmes. Et qui se maquillent même. Enfin, je suis désolée, mais tu vois, pour moi, il faut que tout le monde retrouve sa place, entre guillemets, tu vois. On est un peu perdu. Je sais bien d'être féministe et d'être femme d'affaires et d'être machin, mais quand même il faut revenir un peu aux bases. Je trouve. Mais tu vois, pour moi justement, ça c'est un point intéressant le féminisme, parce que pour moi les féministes ce sont les ennemis des femmes pour une bonne raison, parce que pour moi une femme qui va être une femme d'affaires qui va réussir dans la vie, c'est pas une féministe en fait, parce qu'elle a pas besoin de se plaindre. Elle dit si j'ai réussi c'est bon, toi c'est normal, c'est logique. Il y a pas besoin de mener un combat. Non, c'est bon, je connais plein des femmes d'affaires qui ont réussi. C'est bien de travailler et être mère au foyer et élever tes enfants convenablement comme ma grand-mère a pu m'élever. Enfin, tu vois. L'un n'empêche pas l'autre. Bon, c'est pas. L'un n'empêche pas l'autre, et ton homme peut très bien avoir le rôle de l'homme à la maison. Enfin, en quoi en fait il faut changer les codes ou autre. Tu vois, la nature elle est faite de ce sens-là.
Il faut pas être contre nature. Aujourd'hui, je trouve qu'on va beaucoup trop contre nature. Quand tu vois qu'aujourd'hui, c'est la planète qui essaye de suivre l'homme, et c'est la première fois que c'est vu, alors qu'habitude, c'est nous qui suivions la planète, tu vois déjà que ça va plus trop bien. On essaie de réinventer la roue. Le problème, c'est que ça crée des malheurs. On pense que les gens qui essaient de revenir sur des bases, entre guillemets, saines, c'est des gens forcément qui sont méchants, malsains. Non, c'est pas ça. En fait, c'est que ça, c'est un point que tu évoquais beaucoup plus tôt, mais je voulais te l'évoquer moi plus tard, mais on va y venir maintenant. C'est que tu parlais des choses essentielles, de la nature, d'être attaché à la lumière, etc. Mais en fait, quand je lisais ton livre, je me disais la même chose. Je me disais, mais tout simplement, en fait, le vrai bonheur, c'est se reconnecter aux choses simples, mais du style apprécier un bon plat. T'en parlais, c'est d'essence et compagnie. Ça peut être aussi apprécier la lumière du jour, un lever de soleil, ces choses-là. Et quand t'es connecté à ça et que t'attends rien des autres, en fait, t'es juste heureux. Mais t'es trop heureux. Mais c'est ça. Moi, je sais que plein de fois, la plupart de mes titres, je les ai écrits sur la piste cyclable Latte Palavas. Il y a un arbre que j'adore là-bas. Tu vois, c'est tout con, mais j'adore le toucher et tout. C'est un sol pleureur. Il est magnifique. Et plein de fois, j'ai pleuré sur cette piste cyclable. T'arrives à Palavas, il y a le coucher du soleil ou le lever du soleil. C'est magnifique. Tu sais, moi, ça me touche. C'est chaud, non? Mais parce que je suis connectée à ma planète, tu vois. Et encore heureux que je suis connectée là où je pose mes pieds tous les matins. Enfin, et marcher pieds nus, c'est quelque chose. C'est bête à dire aussi, marcher pieds nus, c'est quelque chose. Marcher pieds nus, bien sûr. Mais les gens l'oublient, en fait. Tu vois, alors que la vie, elle est là, en fait. C'est ça, on est d'accord. Ah, c'est vrai, c'est se reconnecter aux vraies choses. Comment dire ça? Tu parles aussi des amours plus tôt. Est-ce que tu te rappelles de ton premier amour, justement? Bah, pas vraiment, pour le coup, tu vois. Je me rappelle vraiment de l'emprise de ma première histoire, mais je me rappelle pas vraiment parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai cru que je savais pas, enfin, je pensais savoir ce que c'était l'amour, mais j'étais amoureuse de l'amour, tu vois. Je savais pas ce que c'était aimer, en fait. Puisque je cherchais un père, je cherchais à combler quelque chose, donc, non, j'ai pas eu ce truc, tu vois, de quand t'as tes parents et que tu racontes à tes parents ton premier petit copain ou autre, pas du tout. Et justement. Tu vois, j'étais plutôt dans le fait de rechercher justement tout le temps à ce qu'on me regarde, de chercher tout le temps à attirer l'attention parce que j'avais été abandonnée, tu vois, j'étais dans le manque de reconnaissance, j'étais pas dans la bonne version du game. Non, mais c'est vrai, mais tu sais que t'es pas dans la vérité parce que j'ai le même problème que toi, à ma mesure. C'est-à-dire que je n'ai pas vécu les choses si graves que toi, parce que faut remettre les choses à leur place. Oui, mais après, la douleur, elle est personnelle, tu vois, et l'échelle aussi, elle est personnelle. Ouais, c'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, tu peux vivre un truc très grave pour toi et qui, pour moi, au final, l'est pas, et puis je peux vivre un truc très grave pour moi qui, oui, je veux dire, sur le papier, en tout cas, sur le papier, tout ce que mes parents, je veux dire, j'ai eu mes deux parents quand même si leur qualité, leurs défauts, mais je veux dire, j'ai pas eu des parents qui ont des problèmes d'addiction ou des choses comme ça. À part mon père, peut-être des addictions aux jeux de hasard, type loterie, etc. Non, mais c'est vrai, c'est bête, mais ça a joué parce que du coup, il avait jamais d'argent pour des sorties, jamais d'argent pour un cadeau de Noël, jamais d'argent pour mes études. Par contre, il avait toujours de l'argent pour jouer un loto, un keno, un tiercé, ce genre de trucs. Et il dit, je gaspille pas beaucoup d'argent. 20 euros, ça va vite, hein. Mais 20 euros. Moi, je sais parce que donc mon arrière-grand-père, mon vrai grand-père, que je n'ai pas connu, en fait, il a été, comment dire, adopté par mon arrière-grand-père qui était président de l'Ordre des médecins de France pendant plus de 12 ans et qui pouvait pas avoir d'enfant. Donc en fait, c'est un enfant qui a été adopté pendant la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père, et en fait, il s'est noyé dans l'alcool et les jeux. Et je pense que c'est de là que ma mère a pris justement tout ce côté-là négatif. Et au final, il avait jamais d'argent pour élever ma mère et ma tante. C'est ma grand-mère qui bossait à la banque, qui faisait des ménages le week-end, voilà. D'accord. Ouais, oui, d'ailleurs, sur l'addiction, ça tu fais penser à autre chose par rapport à ça, on va en reparler, mais d'accord, je vois, comme quoi une addiction peut en amener une autre. Des fois, c'est l'addiction au jeu, ça peut être une addiction positive, hein. Mais bien sûr, en général, quand t'as un profil addictif, voilà, tu vois. Après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas, tu vois, toi qui as des enfants, je trouve ça hyper intéressant de le dire, on n'est pas tous égaux par rapport aux addictions, parce qu'ils ont trouvé, tu sais, que en fait, au niveau des paramétrages des neurotransmetteurs et de nos synapses, en fait, tu avais des circuits électriques qui étaient pas forcément stable chez certaines personnes. Donc, c'est-à-dire que sur 5 personnes, par exemple, qui vont essayer le cannabis, et ben, t'en as une qui, malgré sa volonté, malgré le fait que, physiologiquement, elle a un profil addictif parce qu'elle a, en fait, une partie de son cerveau qui est mal paramétrée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as, tu sais, tout ce qui est, électro-crânienne pour reparamétrer tes synapses, pour lutter contre les addictions, tu vois. Et ça, c'est parce que si tu te fais pas tester, voilà. Mais si tu te fais pas tester, tu peux pas le savoir. Et puis oui, comme tu dis, après, l'épigénétique, tu vois, tout ce qui est la psychogénéalogie, voilà, je sais que moi aussi, tu vois, je me tente pas à essayer des choses parce que j'aurais peur, vu que mon grand-père était quelqu'un qui potentiellement avait des addictions et ma mère aussi.
ben je me tente pas à des choses, tu vois, où tu peux avoir une addiction aussi, tu vois, je vais pas sur des chemins ouais, c'est vrai. boueux. Mais d'ailleurs ouais, mais l'addiction, tu peux en avoir des positifs, si c'est une addiction peut en porter sur le sport, c'est porté sur le. Après il y a addiction, une addiction n'est pas forcément une névrose, tu peux aimer énormément le sport, ça fait du bien. Faut pas que ça devienne une névrose au point de te flinguer les articulations et compagnie, mais c'est ce qu'il me disait mon ami Aurélien, qui était psychologue, excuse-moi, pardon. C'est qui me disait qu'en fait on a peut-être toujours des addictions pour quelque chose et on a toujours une sorte de vice. Maintenant ça dépend ton vice c'est quoi, tu vois, ce qui te fait du bien ou ce qui te détruit. Bien sûr, moi je sais que tu vois je suis perfectionniste, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui tous les jours m'empêche de vivre, tu vois, ou me cause un problème. Donc voilà. Après je pense que vraiment dans la vie ce qui compte c'est surtout d'être bien, mais de toute façon toutes les choses qui sont faites à outrance ou dans l'abus ne sont pas bonnes, tu vois, faut un certain équilibre dans la voie du milieu. Toujours. Des fois tu peux un peu excéder, mais et justement tu vois quand dire ça, tu parles aussi du fait de chercher un père à l'époque. Et moi j'avais un peu le problème aussi de chercher une mère parce que ma mère elle a beaucoup de qualités, mais par contre il y avait ce truc là aussi en fait parce qu'elle-même elle a perdu son père quand elle avait 20 ans, c'était un traumatisme énorme pour elle et elle a toujours eu ce côté un peu alors pas dans le sens immature, pas dans le sens immature, quelqu'un qui fait faire des mauvais choix, t'es très responsable, mais dans le sens elle a eu du mal à vraiment devenir pleinement une maman, c'est-à-dire s'occuper à 100% de ses enfants intellectuellement, elle s'est occupée de ses enfants très responsable sur le travail, donner à manger, amener à l'école, tout ça, elle était là, mais par contre elle avait du mal à donner beaucoup d'amour au départ, vers la fin de sa vie un peu plus quand même, quand elle était devenue pas loin d'être grand-mère, mais au début elle était très traumatisée par la perte de son père très tôt, très jeune. Et en plus, dès qu'elle a perdu son père, dès le lendemain, enfin pas dès le lendemain, c'est façon de parler, mais la même année, elle a dû partir en France pour payer des médicaments pour sa mère qui était malade de l'arthrose. Donc elle a eu beaucoup de responsabilités sur le dos. Elle a eu un enchaînement traumatique. Voilà, elle perd son père, soit abandonnée par son père, mais par la vie, et parce qu'elle était pauvre, donc il décide d'un truc qui se repérait facilement aujourd'hui. Donc elle était coupée de son père qu'elle aimait énormément entre ses deux parents, c'est lui qu'elle préférait. Et d'un coup, on l'envoie à l'étranger, prendre une nouvelle langue dans un monde complètement inconnu pour payer des traitements pour sa mère. Enfin, c'était vraiment un traumatisme énorme. Donc je peux comprendre qu'elle ait du mal à transmettre. Mais moi, en tant qu'enfant à l'époque, t'es un enfant, enfin. Oui, mais toi, en fait, tu n'es pas responsable de ça. Et un enfant, il a pas à comprendre le pourquoi du comment. Exactement. Et donc du coup, je recherchais un peu cette attention, ce côté amour inconditionnel chez une femme, ce qui n'a jamais fonctionné. Et donc j'ai eu plusieurs copines. Après, j'ai une qui s'est restée longtemps, mais ça n'a pas fonctionné pour cette raison-là. Quand je suis séparé de cette femme-là, j'ai beaucoup bossé sur elle, un peu comme toi aussi, en lisant beaucoup de livres sur le développement personnel, la psychologie, etc., la remise en question, d'aussi l'art d'aimer, dont je te parle en privé, un très bon livre, je vous le conseille. Et pardon. Je vais aller lire. Franchement, je conseille tout le monde, c'est un très bon livre. Le titre paraît très gnangnan, très bateau, mais le contenu n'a rien à voir. C'est un contenu, il est carré et c'est un très petit livre, il se lit très vite. Comme quoi, il faut pas juger un livre à sa couverture ni à son titre. Exactement, ni les personnes, c'est pareil. Et donc le déclic que j'ai eu qui a fonctionné, pour moi, il y a aussi apparemment pour toi. Après, justement, pour toi, je sais pas encore de ce point de vue-là, mais ça a l'air, t'es bien parti pour ça. C'est le fait de pas chercher une mère pour soi ou un père pour soi, mais plutôt pour ses enfants ou enfants que t'aimerais peut-être avoir un jour. C'est-à-dire quand tu cherches toi-même à être un parent et à trouver un parent pour tes enfants. Non, mais ça marche pas. Non, pour tes enfants, je parle même pas pour toi. Je veux dire, si tu apprends une. Oui, mais si tu cherches toi à avoir un parent, ça marche pas. Non. Ça c'est sûr, mais c'est important aussi d'avoir les critères d'une personne qui peut te sécuriser en fait, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est par exemple, si toi, un niveau affectif, je vois pas sur le reste, c'est en fait, vaut mieux soi-même être un bon père ou une bonne mère pour ses enfants potentiels et un bon mari ou une bonne femme pour son mari ou sa femme, et inversement, plutôt chercher quelqu'un qui va être bien en tant que mari ou femme, et surtout dans un cadre familial, plutôt que quelqu'un qui va venir te sécuriser tes insécurités personnelles, parce que le jour où ces personnes vont te retirer ça, c'est fini, quoi. Ah mais bien sûr, puis de toute façon t'es pas là pour chercher ton psychologue ou une personne qui va être la résilience à tes problèmes, voilà. Tu vois. Enfin ça marche pas, t'es déjà obligé de te construire toi pour pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un. Ça je suis d'accord. Et justement ça tu l'évoquais dans ton livre, que t'étais souvent tombé dans certains travers, mais bon, tu t'y es plus dedans, tu l'as déjà bien parlé, on va pas revenir dessus. Mais quand il y a ça, à un moment, tu parles aussi de chercher cet homme idéal, cet homme à qui tu pourras vraiment avoir un bon cadre pour peut-être avoir des enfants. D'ailleurs, parenthèse qui n'en est pas eu, parce que c'est pas une parenthèse, c'est un point majeur, malheureusement, quand t'étais assez jeune, t'as dû, quand il y a ça, avoir recours à l'avortement, parce que quand il y a ça, parce que voilà, c'était, t'as une personne qui t'a promis, entre guillemets, d'être, quand il y a ça t'as dit que t'étais une personne exceptionnelle, que t'étais la personne qui l'attendait, t'as courtisé pendant longtemps.
il a changé de comportement, si je résume pour les auditeurs, et sous influence. T'as beaucoup de personnes comme ça aussi, tu sais, quand ils voient des personnes sensibles comme moi, fragiles avec des failles ou un lot passif, qui vont te faire croire qu'ils vont être ton sauveur, tu vois, et toi en fait tu plonges dans la gueule du loup et c'est pas du tout le cas. Mais t'as pas mal influencé pour En fait, voilà, il t'attrape en te disant que la vie que t'as toujours voulu avoir de tes rêves avec un homme comme ci, comme ça, machin, avec une famille que t'as jamais eue, bah, c'est lui qui peut te la donner potentiellement, machin. Bah, quand t'es jeune, tu tombes tout cru, enfin, tu vois, comment dire, tu te fais avoir, c'est le piège le pire. Et limite, je reconnais aussi beaucoup de pervers narcissiques comme ça, en te faisant croire justement, parce que le vrai pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va te faire croire qu'il peut être le sauveur alors qu'il n'a aucune qualité pour l'être. Ouais, te fait miroiter un avenir qu'il pourra pas t'offrir. Voilà. Et après, il te fait croire, mais non, mais parce qu'il peut pas t'offrir ça, il va te dire que c'est ta faute, parce que c'est toi qui peux pas l'obtenir, parce que t'es comme ci ou comme ça. Donc c'est très nocif. Justement, on va s'arrêter sur ce point-là, c'est important, parce que c'est vraiment un point crucial, justement, comment t'en es venu à avoir, en tout cas, un enfant, enfin, il est pas né, malheureusement, parce qu'il y a eu donc l'avortement, mais je veux dire, comment t'en es venu à vouloir un enfant avec lui? Et justement, comment ça s'est passé, ce point-là où... Ah non, j'étais, pour le coup, c'était pas voulu. C'était comme vraiment, ça, oui, c'était pas voulu. Mais en fait, moi, j'ai toujours eu peur d'avoir des enfants parce que j'ai toujours eu peur de reproduire le schéma de ma mère ou de tomber sur quelqu'un qui allait justement, bah, tu sais, entre guillemets, m'abandonner avec un enfant et tout. Donc, j'ai toujours eu cette névrose-là pendant des années. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pas forcément voulu créer de famille ou me construire. D'accord. Avec quelqu'un. Mais voilà. le moment justement où tu as commencé à être enceinte, parce que j'ai vu ma femme, elle a eu, alors, c'était très précoce, très précoce. Donc moi de mon point de vue, bon, je suis un homme, je l'ai pas porté, donc je me dis ça va, mais ça va pas du tout. C'est qu'en fait elle est une sorte de quoi ça pas d'avortement, de fausse couche très prématurée au bout de 3 semaines. Et parce qu'en fait c'est des fois c'est que t'as un embryon, en fait il y a pas vraiment de vie ni d'embryon, c'est quelque chose à vide, mais elle le savait pas forcément sur le coup. Et j'ai vu comment ça l'a traumatisé, quand elle a pleuré, comment ça l'a choqué. C'est traumatisant, mais c'est traumatisant. Mais toi, ton stade où t'étais, ça devait être c'est un autre niveau. Enfin, c'est-à-dire comment t'as vécu ça? Ben en fait, je l'ai vécu dans le sens où j'allais pas forcer quelqu'un non plus à avoir un enfant. Enfin, tu vois, je veux dire, pour moi, tu peux pas te permettre de rester avec quelqu'un parce que t'as un enfant avec, ou tu peux pas forcer une personne à avoir une famille. Enfin, tu vois, moi, je pense surtout à la vie de l'enfant. L'enfant, il mérite pas ça. Tu vois, t'as beaucoup de gens aujourd'hui qui font des enfants pour rester avec des personnes. Moi, je comprends pas ça. Moi, je suis tellement une grande sensible que justement, je vais pas faire subir à un enfant ce qu'on m'a pu me faire subir, tu vois. Mais du coup, ça s'est décidé comme au dernier moment, c'est que t'as quand même essayé de tenter le coup jusqu'au bout. Après, tu t'es dit c'est maintenant ou jamais. Mais après, de toute façon, tu sais, je pense que je le sentais pas, tu vois. C'est-à-dire que dans le comportement, tu vois aussi une personne quand elle est prête à avoir un enfant, quand elle a envie de s'investir avec toi ou autre. Moi, tu peux pas aller contre nature non plus, donc voilà. D'accord. Après, bien sûr que c'est traumatisant, mais comme je disais, en fait, le problème c'est que, tu sais, j'ai beaucoup de parties de mon cerveau qui a fait un blackout. Tu vois, il y a beaucoup de choses dont je me rappelle pas parce que je pense que c'est un système de défense de mon esprit au vu de tous les traumas que j'ai eus. Et puis chaque jour, j'avais un nouveau trauma. Tu vois, j'avais même pas le temps d'en digérer que tous les jours, je vivais un autre trauma. Donc, tu sais, traumatisme sur traumatisme sur traumatisme, t'as même pas le temps d'en absorber un. Du coup, t'enculais tellement qu'au bout d'un, tu devenais un peu c'est ça, en fait, ton cerveau il est submergé et en fait limite tu vois il banalise tout et en fait il se protège en faisant un espèce de trou noir, tu vois, il y a plein de trucs que je me rappelle même pas dans ma vie. C'est comme si on tombait sur le front, au début tu vois les premiers morts, t'es choqué, au bout d'un moment ça devient normal, c'est faut que t'avances, tu poses plus de questions. C'est ça. D'accord, ouais, donc t'as pas forcément vécu les choses comme si tu savais que t'étais avec la bonne personne et que c'était allait être un événement heureux et que... Non. D'accord, oui, c'est un point intéressant. Ça, c'est un point, je voyais pas ça comme ça, mais ok, c'est super intéressant parce que c'est vrai que il y a dans certains pays, même en France, des fois des sujets sur ce qu'est l'avortement, etc. Comment dire ça, et c'est vrai que c'est un peu ce que tu évoquais aussi, tu disais que c'était étudié au cas par cas, mais c'est vrai que quand il y a vraiment un vrai contexte, moi je suis pas pour non plus ni un extrême ni l'autre. Je suis pas pour que les gens en fait soient déresponsabilisés, ils fassent 15 enfants, ils fassent 15 avortements parce qu'en fait mettre des préservatifs c'est compliqué, et j'ai pas envie non plus de rentrer dans des mecs qui se disent c'est interdit d'avorter. En fait, ni dans l'un ni dans l'autre, tu vois. Mais ça que c'est pour ça que Par contre, après, pour moi, aujourd'hui, il devrait quand même y avoir un permis pour être parent, tu vois, parce que t'as quand même des gens qui sont hyper irresponsables et on parle de vie, en fait.
c'est ça aussi qui fait que le monde il tourne moins rond parce qu'il y a plus un accompagnement comme avant, tu vois. Quand je vois la plupart des personnes qui ont mon âge qui donnent un iPad à leurs enfants, qui les abrutissent, qui leur apprennent rien, qui vont leur chercher un McDo plutôt que de leur donner à manger correctement parlant. Enfin, tu vois, moi je suis vraiment, moi qui ai été élevée à l'ancienne avec une grand-mère, justement, je suis aux antipodes de ça en fait. Pour moi, quand t'as un animal, toi, c'est tout bête, hein. Mais je te jure, quand je suis au restaurant et que je vois qu'il est 22h30, je suis là, putain, mais mon chien, faut que je le sorte, tu sais. Enfin, tu sais, quand je prends une responsabilité, je la prends vraiment, tu vois. C'est-à-dire que je vais te donner une anecdote toute bête. L'autre fois, je suis avec justement, Laurent, mon associé et tout. Il perd le pare-choc de sa voiture sur la route et on conduit et je prends mon téléphone. Je me fais arrêter par la police comme dans GTA et je leur ai dit mais écoutez, il y a pas de souci, tenez, je vous donne mon permis. Ils disent vous me rendez votre permis? Je dis bah oui, je sais pourquoi vous m'arrêtez, j'étais au téléphone et je suis quelqu'un qui prend mes responsabilités. Ils étaient choqués. Au final, j'ai rien eu, mais ils étaient choqués. Et vous promettez que vous prendrez plus jamais votre téléphone? Je dis oui, c'est juste que là on était dans l'urgence et j'ai appelé un ami à moi garagiste et je m'excuse et je reconnais que j'ai été hors la loi, je reconnais mes torts, il y a aucun souci, mais j'étais prêt à vous donner mon permis de conduire parce que je suis quelqu'un qui quand je fais quelque chose, je mesure tous les risques, tu vois. Une faute avouée, une faute à moitié pardonnée, hein, c'est ce qu'on dit. C'est ça, et puis je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait, parce que tu vois, imaginons que j'aurais eu quelqu'un devant moi et que j'aurais un peu vacillé ou autre, je sais que c'est pas bien, mais je veux dire, par contre, je me suis fait arrêter par la police et j'ai été au bout du truc, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent des fois de la vie. Alors, c'est pas arrivé, bien sûr, attention, je mets un peu le nom de mon vin, mais beaucoup de gens se plaignent de certaines violences policières, mais quand tu vois certaines altercations et que d'entrée de jeu, les personnes sur la défensive veulent pas coopérer, quand c'est agressive, ça, dans certains pays, même parfois en France, parce que même dans ma vie, c'est déjà arrivé, des personnes, en fait, qui font des délits de fuite, c'est-à-dire, elles se font juste contrôler, parce qu'il y a un peu de drogue derrière, un truc qui va pas. Elles ont peur de se prendre une amende, un truc pas tellement grave au bout du compte, et elles vont se mettre à percuter un policier, partir d'un coup, peut-être écraser quelqu'un. Bien sûr, oui. Donc pour moi, un policier m'arrête, je m'arrête. Je coopère le plus possible. Moi, je me suis arrêtée. Moi, j'ai dit oui, je sais pourquoi vous m'arrêtez. Tenez, je vous rends mon permis de conduire. Je te donne. Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai assumé. En fait, pour moi, c'est ça la vie aussi. C'est si tu fais quelque chose, t'en assumes les conséquences. Donc, si t'as un enfant, tu dois l'élever. C'est ça. Peu importe si t'as choisi la bonne ou la mauvaise personne. Si tu prends un animal, tu l'abandonnes pas sur une aire d'autoroute. Tu dois l'assumer pendant ses 15 ou 20 ans de vie. Tu vois, en fait, c'est ça pour moi, en fait. Et c'est ça être un adulte responsable. Non, je suis d'accord avec toi. Ce qui s'est passé avec mon beau-père, que j'ai déjà rencontré, pourtant, qui a l'air d'être très sympa, ça c'est bizarre. Mais c'est que ma femme, pareil, à l'époque, en Ukraine, c'est pas que son cas, c'est beaucoup de femmes dans la génération de sa mère. Il y a beaucoup de gens qui se mariaient très tôt au début de vingtaine et qui divorçaient très vite. Et t'as beaucoup, donc, des fois de familles recomposées. Et son père, quand il est parti, quand Yersa l'a jamais revu pendant très longtemps, alors qu'elle habitait à côté, pensait quand elle était petite, elle disait, peut-être qu'il habite très loin, c'est pour ça qu'elle peut pas voir mes anniversaires ni rien. Alors qu'au final, non, elle le contactait même pas pour ses anniversaires, elle voyait pas un mot, pas un cadeau, rien du tout, venait jamais le voir. En plus que t'as vécu aussi en partie. Et comment dire ça, et en fait, elle a vu qu'en fait, avec le temps, lui, il a refait ça avec une autre femme, il a des enfants, que ça se passe très bien et autres, mais il a complètement abandonné, de ce point de vue-là. Et moi, quand je vois mes enfants, je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Déjà, je vois pas mes enfants pendant une demi-journée, je deviens fou, tu vois. Je peux pas, en fait. Après, c'est parce que t'as cet instinct en toi, il y a plein de gens qui l'ont pas, malheureusement, en fait. C'est ça qui. Mais comment tu peux vivre comme ça? T'as plein de gens qui n'ont pas cette structure, tu vois. Ils vont l'avoir avec d'autres enfants. Genre, lui, il a refait ça avec d'autres enfants, il aime ses autres enfants, en théorie. Ouais, je comprends pas. Mais, je comprends pas, tu vois, c'est comme ma mère, et elle a osé me dire, oui, mais je n'étais pas prête quand je t'ai eu. Super. Donc, par contre, elle a élevé mon frère, et elle a beaucoup plus élevé ma sœur, même si on a tous été après, justement, entre guillemets, récupéré par ma grand-mère, mais c'est vrai que le peu de fois où on en a parlé, elle m'a dit oui, mais je n'étais pas prête quand c'était toi, j'étais trop jeune. D'accord. Ouais, ça la claque, hein. Mais t'as souvent ça aussi quand t'es frère et sœur, quand t'es certains écarts d'âge. Je vois que ma sœur qui a 15 ans plus que moi, on n'a pas du tout la même éducation, au sens où ma mère n'avait pas le même âge au moment où elle l'a eu, qu'au moment où elle m'a eu, donc c'est pas forcément la même maturité, pas le même cadre de vie. Mais je pense que c'est aussi à prendre en compte. Ouais, clairement, l'âge, ouais. Mental et aussi physique. Juste, je fais un petit point parce que moi j'ai un peu de temps devant moi, mais je veux dire, ça fait déjà 1h30, tu m'avais dit 1 heure, pour toi ça va? Ouais, parce que je suis attendue à 20h chez ma mamie. Ok. Ah oui, d'accord. Bon, on va vite arriver à la conclusion. Ça, je coupe au montage, au pire, pas de problème. Attends, du coup, je vais avancer. Oui, non, mais tu peux le laisser, tu sais, moi, je suis très naturelle, y a pas de problème. Oui, même pour les auditeurs. Voilà, tout le monde sait que manger chez mamie ce soir. Ah oui, c'est pour ça qu'elle t'a fait plusieurs fois. Oui. Puis, tu sais, elle s'ennuie la journée. Ce matin, je l'ai emmenée faire des courses, là, aller avec mon chien.
Je comprends. Bah, du coup, mais de toute façon, il y a les questions que j'avais là qui me restaient. Je peux très bien les résumer en beaucoup moins, enfin moins que ce qui était prévu. Mais justement, est-ce que toi aujourd'hui, tu as toujours le projet justement peut-être de devenir maman, d'avoir une famille ou autre? Si oui, où est-ce que t'en es ou pas du tout? Oui, je me ferme aucune porte. Enfin, tu vois, je laisse la vie faire en fait. Je pense que la vie c'est ça aussi, tu vois, un enfant, moi je vois beaucoup de personnes autour de moi qui sont là, ouais, je tombe enceinte, machin, nan, ou t'en as d'autres qui disent non, il faut qu'il y ait tous les paramètres possibles, mais pour moi non, en fait, c'est une rencontre, c'est la bonne personne, et tu vois, enfin, je suis pas dans le contrôle. Ouais. Mais genre aujourd'hui, je me sens déjà mère, tu vois. J'ai déjà un chien. Oui. Non mais c'est vrai, je te jure, pour moi, ma fille, enfin Tara, c'est ma fille. Les gens ils hallucinent de comment je suis avec elle, mais c'est ma fille. Tu vois, et je me sens aussi mère de ma grand-mère aujourd'hui parce que je l'accompagne, tu vois. C'est sûr. Ah, moi, j'aime beaucoup les animaux. Après, comment dire ça, je te dis ça, mais c'est parce que, en fait, je ne pouvais pas le savoir avant d'être papa. Alors, j'aime beaucoup les animaux. Moi, j'étais traumatisé aussi par des chiens que j'ai perdus quand j'étais petit, même un qui s'est fait mort devant moi. Enfin, bref, par le chien. Ouais. Mais c'est vrai que quand on me dit souvent des choses qui me passaient, enfin, qui me parlaient pas du tout, donc je l'ai pas vécu, je sais pas comment expliquer ça. Et ça se fait pas tout de suite dès le départ, tu vois. Non, mais je pense que de toute façon, avoir un enfant, ça change une vie, ça change une personne. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai même vu des copines à moi qui étaient pas forcément responsables. Ouais. Le jour où elles sont devenues mamans, elles ont complètement changé. Rien à voir. C'est ça. Mais rien à voir. Donc, en fait, pour moi, tout dépend de la structure émotionnelle d'une personne, tu vois. Et puis après, quand tu deviens mère, c'est autre chose, je pense. Ça. Tu vois, c'est un instinct aussi que t'as en toi. En tant que femme. Non, c'est pas une histoire de mieux pas mieux, c'est une histoire que c'est différent parce que quand c'est ton enfance, alors, mais encore une fois, ça veut rien dire parce qu'il y a bien donné des exemples de personnes qui ont des enfants, les abandonnent. Donc, tu vois, encore une fois, c'est relatif. Bien mais voyant ton profil et aussi, le mien ou des personnes que je connais, si tu peux créer des liens, c'est que finalement, c'est quand t'as pas d'enfant, des choses que tu te rends pas en compte, même si tu te dis, oh, avoir un enfant, bon, ça paraît, intellectuellement, tu dis oui, ça doit être quelque chose, mais tu ressens pas les choses pareilles. Et quand tu les as, que tu les vois, que tu, même ne serait-ce que leur donner à manger, les voir sourire, les voir venir te voir et t'appeler papa, maman, etc., c'est quelque chose, enfin, c'est là le vrai bonheur. Ouais, mais de toute façon, tout le monde, moi, ma tante, quand elle m'en parle, elle me dit, mais pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Il y a rien de comparable. Mais c'est double tranchant. Donc, parce que justement, tout le reste, les choses un peu futiles, mais qui t'apportaient des fois aussi un certain plaisir, un certain bonheur, t'as l'impression de dire, ouais, mais finalement, ça a plus tellement d'importance, donc tu n'y accordes pas autant d'énergie qu'avant, tu vois. Donc c'est... Ouais, bien sûr. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que alors on va conclure sur 3 questions. Comment dire ça, la Aurélie d'aujourd'hui, justement, est-ce qu'elle a trouvé, alors le sens c'est pas bon, mais on s'est compris, est-ce qu'elle a trouvé l'amour, justement? Je répondrai pas à ça. J'aime pas trop m'exposer sur ma vie privée. Tu sais, je suis très. Non, il y a pas de souci. Non, quand tu l'exposais beaucoup justement dans le livre, c'est pour ça. C'est. Ok, il y a aucun problème. En tout cas, je me suis déjà trouvé moi, c'est beau, tu vois. Ok, je respecte. Je m'aime, tu vois, et donc voilà. Mais après. On va dire que toute cette partie-là et tout, j'ai tellement été justement déçue, je me suis tellement des fois projetée que maintenant, tu vois, je suis dans je me laisse vivre. Ok, très bien, oui. Quand t'en parles beaucoup dans le livre, j'ai un peu hésité à te poser cette question. Donc bon, voilà. Mais je respecte à 1000%. Et justement, la Aurélie Preston d'aujourd'hui, de quoi est-ce qu'elle rêve aujourd'hui? C'est quoi son rêve aujourd'hui? Aujourd'hui, je rêve d'avoir une certaine sécurité financière, tu vois, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas d'argent de côté, je vais pas mentir, j'ai investi tout ce que j'avais dans la musique ou dans mes projets, pour pouvoir justement, peut-être un jour créer une famille, tu vois, et pour pouvoir justement, profiter avec ma grand-mère, parce que j'aimerais bien faire plusieurs voyages avant, malheureusement, que ce soit la fin de sa vie. Donc, voilà, et je rêve juste de pouvoir aider les autres encore plus que ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, pour moi, avoir une fondation ou faire ce centre de victimologie pour le harcèlement ou de pouvoir prendre parole sur certaines choses, de pouvoir faire le tour de certaines écoles pour raconter mon vécu, voilà. Et peut-être aider des animaux, peut-être faire un élevage plus tard aussi, tu vois. D'accord. Si un jour je deviens mère, je me dis, j'aimerais bien profiter de mes enfants, être mère au foyer, les élever vraiment et avoir un élevage de pommes ski ou d'animaux, voilà. Okay, tu vois. Très, voilà, mais tu vois, c'était dans ce sens-là quand je te demandais ces 3 labos, c'est pas dans ce cas, t'as pas besoin de te prononcer dessus, mais c'était plus pour trouver le happy end en fait par rapport au livre, comme je voyais que t'avais des relations difficiles. Mais on le saura à l'avenir si ça se concrétise vraiment et tout ça, on le saura bien assez tôt. Alors du coup, j'ai toujours la question bonus que je pose à tout le monde. Je vais te la poser maintenant et après je te laisserai conclure en parlant de ton actualité, voilà, tout savoir ce qu'il y a à savoir. Alors maintenant c'est un nouveau format, c'est le format d'Adwood, mais même sur le format 360 degrés, parce que les deux peuvent être liés, qui est-ce que tu aimerais voir sur l'une de mes émissions que tu connais ou que tu ne connais pas, et quelqu'un bien sûr qui parle français, qui est francophone idéalement, et qui est accessible, et quelle question t'aimerais que je lui pose?
Personne accessible en tête, non. Qui c'est que j'aimerais bien voir en personnalité, vraiment. Non, j'aimerais bien une Blanche Gardin. Comment tu dis? Blanche, tu sais, l'humoriste. Attends, j'ai regardé son nom. J'adore cette nana. J'adore cette nana. C'est une super humoriste. Tu iras voir ses sketchs ce soir. J'adore. Ok. Voilà. Quand tu dis son... Ah, Gardin, d'accord. Je suis bon pour les visages, encore une fois, pour les noms. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr, évidemment. Mais si, je vois très bien qui c'est. Il a fait plein de films et tout, bien sûr, elle est excellente. D'accord. Et t'aurais quelle question à lui poser? Comment ça se passe en fait de l'autre côté de justement en fait, est-ce que dans sa vie il y a quand même une part d'humour ou pas? Parce que son humour est très noir, tu vois. Comment elle écrit en fait? Comment elle en arrive à écrire comme ça, de cette façon-là? Quel est son vécu? Je sais qu'il y a eu aussi beaucoup de choses sur l'avortement dans sa vie. Enfin, c'est une personne que je trouve intéressante. D'accord. Ok, très bien. C'est une bonne question et une bonne référence. Franchement, c'est excellent, excellent. Écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Tu parles de ton actualité, de ce qui est à venir. Je te laisse le mot de la fin. Déjà, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Je trouve ça hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi. Comme je vous l'ai dit, à partir en fait du 10 avril, il y a Brisé, la nouvelle édition augmentée qui arrive partout, chez Cultura, la Fnac et d'autres libraires. Donc voilà, et puis j'espère pouvoir tous vous rencontrer lors des dédicaces à Bruxelles, à Paris et à Aix pour le moment. Voilà. Parfait, écoute, c'est un plaisir pour moi aussi, Aurélie. Écoute, je te souhaite une très bonne soirée à toi et à ta mamie, bien sûr. Merci à toi, à tes enfants et à ta femme aussi. Merci beaucoup. Bon appétit et bonne fin de journée. Également, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cette expérience autour de vous ou à une personne qui pourra en avoir besoin. Et d'ici votre prochaine visite, prenez bien soin de vous et des vôtres. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain Elena Dadhood.